Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Ici et Maintenant 95.2, ici et maintenant.info sur Internet, sans oublier le site Internet de veille ufologique américaine tenu par Didier Deplège, ovni-usa.com, ovni au pluriel, -usa.com. C'est l'émission La Vague d'OVNI, c'est le mardi à partir de 23h. Le dimanche de 14h à 16h. Alexandre, aujourd'hui, pour animer cette émission, proposée et dirigée par Didier Deplège, avec comme invité Anne Moreau. Anne Moreau, bonjour. Bonjour Alexandre. On a réalisé ensemble une émission il y a quelques années consacrée au Crop Circle. Joël Ménard était avec nous d'ailleurs pour cette émission. Aujourd'hui, et quelques années après, nous allons voir ce qu'il en est des Crop Circle, de cette saison 2008, et puis aussi faire une émission de rattrapage pour tous ceux qui ne connaissent les Crop Circle qu'à travers les publicités dans les journaux, parce que nous verrons aussi que les Crop Circle ne sont pas forcément inexpliqués, et qui ne connaissent que les Crop Circle à travers le film de Night Shyamalan, dont le nom est dur à prononcer, qui s'appelle Signs. Alors Anne Moreau, pour débuter cette émission, une question toute simple, je vais te demander de te présenter en quelques mots. J'ai découvert le phénomène des crop circles comme beaucoup d'autres personnes au travers de l'Internet, qui a débarqué dans nos foyers aux alentours de 1999, un petit peu avant pour les plus chanceux. Donc à partir du moment où j'ai découvert ces formations, je suis restée interrogative, très intriguée. Et donc tout naturellement, je me suis mise à observer le phénomène et puis à rencontrer des gens qui s'y intéressaient, et j'ai fini par créer un site avec l'aide de plusieurs personnes, Bertrand, William et d'autres personnes qui sont venues se greffer plus tard, et donc nous avons décidé de chercher. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes plein de questions. De chercher, donc d'aller sur le terrain, d'aller à la rencontre des paysans qui voyaient ces cercles ou ces dessins, on y reviendra bien sûr, apparaître et recueillir des témoignages. La curiosité a été la plus forte. Tu n'étais pas du tout là-dedans auparavant? Non, pas du tout. J'étais très intéressée par un tout autre phénomène, le phénomène que l'on appelait avant le phénomène des ovnis, qui a été renommé plutôt phénomène les pans ou les pannes, selon la région où on se situe en France. J'ai constaté qu'on les appelait pans ou pannes. Donc j'étais intéressée par cela depuis longtemps, parce que ça faisait partie des interrogations que j'avais. Et donc quand j'ai découvert le phénomène des crop circles, comme tout le monde, donc au travers de l'Internet, je n'ai pas découvert en premier lieu les paysans, comme tu le disais tout de suite. Les paysans sont arrivés bien plus tard, puisque moi je ne voyais que des champs de culture et je ne me posais pas de questions particulières sur l'état des cultures, ce qui est différent aujourd'hui. Alors je voudrais préciser une chose, Alexandre. C'est que ce que je vais dire ce soir n'est pas forcément en accord avec ce que j'ai dit il y a quelques années. Et ce que je dis ce soir n'est pas forcément en accord avec ce que je penserais ou ce que je dirais dans quelques années. Le phénomène évolue et moi j'évolue avec, tout comme les amis avec qui je surveille le phénomène. Ça me paraît plutôt tout à fait normal de ne pas penser la même chose qu'il y a 4 ans, et parce que tu as des éléments supplémentaires, j'imagine, et puis ta réflexion s'est développée dans d'autres directions. Est-ce que tu peux donner le site internet pour nos auditeurs, qu'ils puissent, en t'écoutant aujourd'hui dans cette émission, aller sur le site en même temps et voir ce qui s'y passe? Oui, d'autant que j'ai créé une page spéciale pour Radio Ici et Maintenant, prévoyant un peu les sujets abordés. Donc vous pouvez, donc les internautes peuvent aller sur culture, donc http://culture-crop.com. Si les internautes vont maintenant sur les news, ils verront une page dédiée spécialement à Radio Ici et Maintenant, dans lesquelles j'ai mis les photos, donc des images dont je vais parler ce soir, puisque je vais parler de certaines images. Donc j'ai référencé tout cela pour que les internautes puissent se repérer un petit peu. Parfait, ça va être encore plus pratique, c'est de la vraie interactivité. Alors Anne, comment commencer une telle émission sur les crop circles? Peut-être avec la question la plus simple. Un crop circle, c'est quoi, physiquement parlant? Alors, un crop circle, en français, ça s'appelle un agroglyphe. On pourrait dire que c'est un dessin dans des champs de culture, tout simplement. On peut appeler ça également un pictogramme.
mais je préférerais pour la France, on pourrait plutôt dire agroglyphe. Mais le terme agroglyphe n'est pas vraiment international, plutôt français. Donc, en règle générale, voilà, on emploie le terme crop circle. Donc, ce sont des cercles, mais aujourd'hui, ce ne sont plus que des cercles. Il y a aussi des carrés, des rectangles, des triangles, des losanges. Donc, voire même des dessins représentant des insectes. Donc, c'est un terme qu'on utilise pour banaliser le phénomène. D'accord, ce sont des épis, des végétaux écrasés, aplatis, brûlés, c'est quoi? Ah, il y a de tout. Tout dépend des personnes qui les font. Alors, par exemple, quand il s'agit de messages publicitaires, comme tout récemment, donc là nous sommes en 2008, donc le 16 mai 2008, un crop circle a été découvert en Hollande. Donc c'était 3 cercles. Les locaux se sont penchés sur le phénomène, tout étonnés de voir de l'herbe, je crois que c'est de l'herbe, oui, qui était toute cramoisie, étrangement. Le propriétaire n'était au courant de rien. Et en périphérie de chaque cercle, donc il y avait non, c'était pas de l'herbe, c'était du blé. Les blés étaient cramés. En réalité, non, ils étaient cramés, quoi. Ils étaient donc tout pourris à l'intérieur et cramés en périphérie. En fait, il s'agissait d'un message publicitaire d'une marque de rasoir célèbre de par le monde. Donc voilà un exemple. Mais il y a d'autres exemples, effectivement, où pour faire de la publicité, donc en Angleterre, des équipes bien entraînées, qui sont très connues, aplatissent de façon mécanique les blés. Et quand on va sur le terrain, c'est reconnaissable. Voilà, ce que nous allons essayer de comprendre durant cette émission, c'est comment reconnaître quand c'est fait par l'humain, comment reconnaître lorsque l'on n'a pas d'explication, parce qu'évidemment lors de cette émission on ne va pas donner la solution au crop circle. Oh. Alors le but c'est aussi de bien comprendre ce que sont les crops, et comme tu connais très bien le sujet, c'est pour ça que tu es avec nous d'ailleurs, je vais te demander par quel thème tu souhaites commencer pour quelqu'un qui découvre les crop circles, et puis moi je te poserai des questions évidemment selon ce que tu nous dis. Par quoi débuter? Alors, ce que je n'aime pas tellement, c'est l'historique des crop circles. On peut l'aborder, mais moi l'historique, je n'y étais pas. Étant donné que je découvre le phénomène en 99 et que j'ai un contact finalement en 2002-2003 réellement avec une personne qui sera sur le terrain. Donc l'historique, c'est plein de noms, de gens célèbres, je n'en dirai aucun d'ailleurs. Alors il semblerait que le phénomène soit apparu et ait commencé à être médiatisé vers les années 70. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, mais il y avait des petites revues qui circulaient, etc. Il y avait aussi la télévision. Ensuite, ressort une histoire d'un diable faucheur, qui serait on voit un dessin d'un diable qui fauche du blé au XVIIe siècle, ce qui pourrait laisser penser que le phénomène est assez ancien. Mais plus récemment, il y a un jeune homme que l'on va appeler donc Galéo, qui tient absolument à rester discret, qui a donc un blog sur les crop circles. Il vient de découvrir en fait qu'en 1880, un certain Capron a rapporté à la revue Nature ce qui semble être des crop circles. Donc là, on est en attente de traduction. C'est intéressant, j'ai mis le lien sur la page, comme vous pouvez le constater. Donc ça emmène directement vers son article. Et donc en 1880, donc bien avant les histoires des deux personnes âgées, Doug et Dave, là, il y avait déjà visiblement des formations dans les champs. Et on a encore quelque chose d'intéressant, c'est en 1959. Alors là, on se trouve au nord de l'Allemagne, on va dire au carrefour avec la Scandinavie. Il y a une centrale nucléaire. Son nom est trop compliqué pour moi, je ne fais pas d'allemand. Donc on va dire à Heide, H-E-I-D-E. L'image est sur la page. Et là, on découvre une centrale nucléaire entourée de dizaines et de dizaines de cercles. Dans des champs de culture, visiblement. La photo est assez floue, mais elle laisse interrogatif, quoi. Donc maintenant, avec tout ça, moi je découvre le phénomène en 99,
Donc l'historique, j'irai pas plus loin dans l'historique, je laisserai ça aux gens qui aiment l'histoire. Je suis plus dans le présent que dans le passé en fait. D'accord, et de toute façon ils trouveront beaucoup d'informations dans différents endroits sur Internet, mais avant quand même d'en arriver au présent, les crop circles, on en a tous vu sur Internet, même si on ne s'y intéresse pas. Il y en a qui ont marqué plus que d'autres. Est-ce que tu pourrais nous dire lesquels et surtout pourquoi est-ce qu'ils ont autant marqué? Moi, je te le dis tout de suite, j'ai en tête évidemment ce crop circle qui est quand même très impressionnant, qui représente alors ce qu'on va appeler un petit gris, en tout cas un personnage qu'on n'a pas l'habitude de voir sur Terre, avec un disque à côté de lui. C'est un rectangle, c'est dans un champ, c'est en Angleterre, je crois. Ouais. Et c'est très impressionnant ça. Ouais, c'est très impressionnant. Il est arrivé en fait juste avant la sortie du film Signe. Juste avant. Ouais, juste avant. Ouais. Alors sur celui-ci, tu m'envoies sur celui-ci en premier. J'aurais préféré La colline de 1000 kills. Mais vas-y, bon. moi je te laisse choisir. Allons-y pour les petits gris. Je te laisse choisir, c'est comme tu veux. Ouais. Alors c'est vrai qu'avant, j'aimerais donner une précision aux internautes et donc aux gens qui écoutent. C'est le terme de vrai et de faux crop circle. Alors, un vrai crop circle, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que c'est un faux crop circle? Alors, un vrai crop circle, je dirais, on peut marcher dedans. Un faux crop circle, on ne peut pas marcher dedans puisque c'est un montage informatique. Donc, cela signifie que tous les crop circles qui sont dans les champs, qui sont donc faits avec des cultures aplaties, sont des vrais crop circles. Déjà, ça c'est important. Alors après, on va parler de crop circle authentique. Qu'est-ce que c'est qu'un crop circle authentique? Ça, c'est un terme à Culture Crop que nous souhaitons effacer, puisque c'est un très mauvais terme. Authentique, qu'est-ce qu'on sait on ne sait rien sur les crop circles, donc comment peut-on dire qu'ils sont authentiques? On va dire que les crop circles qui valent le coup, c'est ceux qui présentent un niveau d'étrangeté assez élevé. Donc on va procéder par élimination en fait. Quand on se rend dans un crop circle, on doit chercher des traces d'activité humaine. Et ça n'est vraiment pas difficile à faire. Même si les mecs sont super bien équipés avec des rouleaux, de la mousse, etc., on sait où chercher les indices de leur passage. Donc c'est important de faire comprendre aux gens que la grande majorité des crop circles sont faits de la main de l'homme avec des moyens conventionnels, c'est-à-dire mécaniquement. Ça, c'est important que les gens reviennent un petit peu les pieds sur terre, parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un emballement. La machine s'est mise en route et finalement, ça dessert l'étude sérieuse des crop circles. Alors maintenant, on va revenir sur Crabwood. Nous n'avons pas, avec Culture Crop, été sur le terrain. Il faut dire qu'on était en 2002, je n'avais pas encore créé de lien réel avec William. Donc on n'a pas pu aller sur le terrain à cette époque-là. Donc on n'a pas de photos gros plans de l'état des tiges. Or Culture Crop, c'est ça en fait. Culture Crop, depuis des années, on va sur le terrain, on observe, on photographie, on prend des photos gros plans et on les publie sur Internet. On ne met pas des vignettes de 4 cm par 4 cm. Donc on n'a pas vraiment d'informations. Ce qui m'a choqué dans ce crop circle, c'est que si ce sont des exotiques qui sont à l'origine de ce crop circle, bon, ils ont choqué la planète quand même, parce qu'il faut quand même voir qu'il y a des gens qui peuvent avoir des raisons d'avoir peur de ce genre de visage, quoi. Il y a un petit gris comme ça qui débarque en face de vous, ça doit quand même foutre les jetons, quoi. Donc moi j'ai été assez choquée par le fait que ce crop circle pourrait être authentique et que des exotiques qui ont ce visage, bon, ils ont le visage qu'ils ont, je suis un peu choquée par l'idée qu'ils se présenteraient ainsi, parce que ce serait assez, ce que j'ai dit, choquant en fait. Bon, ce qu'il faut savoir sur ce crop circle, c'est qu'il est dans un coin quand même assez reculé. Il mène, je crois, vers une antenne qui émet des, je sais plus quoi, enfin, en tout cas c'est un cul-de-sac. Et visiblement, ils ont eu plus de 3 jours pour le faire. Alors c'est qui il? Ça, je sais pas.
Mais moi, je ne suis pas très intéressée par ce crop circle, donc j'aurais pas beaucoup d'informations à te donner. Hein, j'ai pas de documents, j'ai pas grand chose. Je sais que Haseloff, le scientifique là, Haseloff, s'y est rendu. On n'a pas de rapport sur l'état des tiges, mais j'ai pas grand chose à dire sur ce crop circle. Alors il y a un autre crop circle par contre dont tu souhaitais parler. Oui, il y en a plusieurs. Oui, voilà, oui, il va y en avoir beaucoup. Celui de Milk Hill. Alors le grand de la colline de 2001 là. Oui. De la colline de Milk Hill en 2001 effectivement. Donc là c'est 5 hectares recouverts par 409 cercles. Selon la météo et les archives, donc il pleuvait énormément cette nuit-là. Personne n'a été pris la main dans le sac. C'est un beau crop circle. On ne peut pas parler de perfection géométrique. En tout cas, c'est un crop circle quand même complexe. Hein. Il fallait une sacrée équipe pour faire ça. Celui-ci est intéressant par son contexte. Le contexte temporel en fait. Là, quand ce crop circle arrive, on est, disons, un mois pile avant les événements du 11 septembre. Un mois pile. Et cette même année-là, on a un événement assez intéressant. On a ce qu'on appelle les Cosmic Calls. Alors les Cosmic Calls, ce sont des messages qui sont envoyés à partir d'un radiotélescope situé en Ukraine. C'est le National Space Agency of Ukraine. Et donc là, ce sont des enfants en 2001 qui prennent la parole, qui prennent le numérique, on va dire, et qui envoient dans l'espace un message à l'attention d'hypothétiques extraterrestres. Donc là, c'est une session il va y avoir plusieurs sessions cette année 2001, et ça va commencer donc le 29 août, si je ne m'abuse. Voilà, donc le 29 août 2001, des enfants vont envoyer en direction de la galaxie un message pacifique à l'attention d'hypothétiques extraterrestres. Et ils vont leur demander, d'abord ils vont leur expliquer que ça craint sur Terre, que les scientifiques créent des armes, que la nature va mal, etc. Et ils vont leur demander de leur répondre. C'est écrit dans les textes. Donc ils leur disent, répondez-nous s'il vous plaît, nous serions très heureux. Un peu plus tôt, toujours en Angleterre, du côté de Shilbolton, là où il y a un radiotélescope, un visage va apparaître dans un champ. Donc on est toujours dans le contexte de Milk Hill. Hein. Tu me suis ? Totalement, je t'écoute. Donc là, à Shilbolton, donc au pied de ce radiotélescope, un visage apparaît. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc le visage apparaît aux alentours du 14 août 2001, tu vois. Quand tu dis un visage, tu veux dire quoi ? Alors, c'est pas un visage de petit gris, c'est-à-dire qu'on repère facilement donc des yeux, une bouche, un nez. Tout ça dans un rectangle. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'emblème même du message que les adolescents ont envoyé, allaient envoyer quelques jours plus tard, c'était leur visage. Et la superposition du visage envoyé par les adolescents et celle reçue dans le champ donne un effet intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, ça n'est pas le même visage, mais les deux regroupés, c'est intéressant, ça donne du relief, disons. Donc le contexte de 2001, je pense, c'est très intéressant. Plus intéressant que Crabwood, je pense. Oui, ça, j'avais bien compris, oui. Selon moi. Oui, bien sûr. Et que sais-je vraiment de la réalité ? Tu es en tout cas plus au courant que moi sur ce sujet largement. Et donc un message envoyé, une réponse. Non, c'est l'inverse. Une réponse reçue et le message envoyé après. Oui, parce qu'en fait, quand ils ont envoyé leur message, on était le 29 août, il n'était pas sûr qu'au pied du radiotélescope de Shilbolton, il y a encore des cultures. Donc, en fait, on va dire que la réponse est arrivée avant l'envoi du message. Tu vois, c'est très intéressant parce que c'est anachronique, quoi. Tout à fait. Ça pourrait vouloir dire plein de choses. Maintenant, qui a fait ça ? Ça peut être un canular. Ça peut être fait, je dirais même que il y a plus de chances que ce soit fait par des humains, mais quand même,
Le canular est bien monté et quand on y regarde de plus près, on se dit c'est étrange parce il m'a fallu quand même 4 ans pour découvrir cette synchronicité et personne ne s'en est vanté. Or on sait que pour pas grand chose les circle makers par exemple n'hésitent pas à se vanter quoi. Mais là ils se sont pas vantés. Tu prends beaucoup de précautions, Anne. Qu'est-ce qui fait que tu continues à travailler sur le sujet parce que vraiment, tu prends des précautions énormes en parlant. Je sais rien. Si j'avais un smoking gun, comme on dit, là, un smoking gun, je sais même pas si je m'en servirais, mais je ne sais rien. Je suis bien obligée de prendre des précautions, d'autant qu'aujourd'hui, on aimerait que la communauté scientifique, même discrètement, nous donne un petit coup de main, parce que pour nous, si vous voulez, si tu veux, on est dans l'ombre. Là, ce que l'on cherche, c'est pas facile. C'est pas facile. On est vraiment dans l'ombre. Il y a des gens qui ont toutes les réponses, mais nous, on n'a que des questions. Alors eux, ils ont tout compris, de A à Z, ils vont tout expliquer. Alors, pour moi, c'est trop facile. Ça a toujours été comme ça, c'est trop facile. Et d'ailleurs, on sait bien que les découvertes, les grandes découvertes, c'est quand on va chercher là où on n'ose pas, là où c'est trop sombre. Donc le sujet est très sombre et le sujet est très compliqué. Le sujet est d'ailleurs, je dirais, je ne veux pas fâcher les ufologues, mais c'est vrai en règle générale, c'est un sujet qui est rejeté par la communauté ufologique parce que ça fait tâche. Ouais, ça fait tâche. Bon, remarque, je vais faire un peu d'humour. Je dirais que les pans, c'est pas mal parce qu'on a les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Donc eux aussi sont un petit peu dans le noir. Ils savent pas trop où ils vont, c'est pas évident pour eux. Mais nous aussi on a les pans parce que nous on a les phénomènes agricoles non identifiés. D'accord. Anne Moreau, sur la colline de Milk Hill, est-ce que tu as dit tout ce que tu avais à nous dire ou pas? Non, j'ai pas dit non. Je dirais que c'est le plus beau, le plus grand. Ouais. Et on ne comprend pas pourquoi les circle makers ne revendiquent que les plus moches. Je sais pas, une question de talent peut-être, non? Non, si c'est eux qui l'ont fait, ils devraient s'en vanter, quoi. Oui, justement, c'est pas eux qui ont pu le faire. On est en 2008, ça fait 7 ans que ce crop circle est apparu. Quand est-ce qu'ils vont nous présenter des éléments qui prouvent que c'est eux qui l'ont fait? Alors qu'ils se vantent régulièrement d'avoir fait tel bidule qui ressemble à un affrontable. C'est toujours la même chose, quoi. Il n'y a pas d'innovation. Alors que là, il y avait une réelle innovation et personne ne la revendique. Il ne faut pas me faire croire qu'ils veulent entretenir un quelconque mystère. C'est pas vrai. Récemment, il y a une vidéo qui est passée. Ils disent ça, c'est nous qui l'avons fait. Celui-ci aussi. On le sait que c'est eux. Les circle makers, ce sont des éléphants dans un magasin de porcelaine. Vous allez dans le crop, vous voyez tout de suite qu'ils sont passés par là. Donc, Milk Hill, on aimerait bien que ceux qui l'ont fait, on va quand même pas lancer une prime non plus, on aimerait bien que ceux qui l'ont fait le déclarent. Alors, nous rendrait service. Sur ton site internet, il y a 2 crops superposés sur cette photo. Alors, oui. C'est en fait, ils ont essayé de copier. Mais ils ont fait, je sais plus, 64 cercles, avec un triangle au milieu, toujours avec des histoires de je sais pas quoi, je vais passer les détails. Mais en fait, ça ne correspond pas du tout. Ils n'ont jamais reproduit Milk Hill. Jamais. Pourtant, qui peut le plus doit pouvoir refaire le plus, quoi. Il devrait être au moins capable de refaire ça. Il faut voir Milk Hill quand même. Il faut resituer Milk Hill. Alors Milk Hill, c'est sur la colline. Auparavant, elle s'appelait, je crois, Tan Hill. Donc cette colline, elle est très en vue. Elle est vraiment très en vue. Il y avait du monde sur le terrain ce jour-là. Personne n'a rien vu. Et je connais les lieux. Je peux te dire que pour garer des voitures ou pour faire passer des commandos équipés de cordes, il faut quand même y aller. C'est pas évident. Il n'y a pas beaucoup de routes quand même. En fait, en bas de cette colline, il y a un tumulus. Ce tumulus s'appelle Adam's Grave. Autour de ce tumulus se produisent des crop circles assez remarquables. Remarquables par le fait qu'on a du mal à trouver des traces d'activité humaine. Non pas remarquables parce qu'ils sont très complexes ou très jolis. Non, on a du mal à repérer les signes d'activité humaine conventionnels.
Alors, Adam's Grave, ça veut dire le tombeau d'Adam. Bon, est-ce que Adam a existé? Moi, j'en sais rien. Mais symboliquement, ça représente quand même l'humanité. Alors, je trouve ça très intéressant. Parce que si, alors avec un grand si, hein, je parle vraiment avec du conditionnel, si des exotiques, des gens qui viennent de on ne sait où, souhaitaient prendre contact avec nous, c'est un lieu sympa. Hein, c'est-à-dire, c'est pas que c'est la tombe d'Adam, mais ça représente le premier homme de l'humanité. Donc je trouve ça assez symboliquement intéressant. C'est un de tes préférés, ceux-là, hein, ça s'entend. Non, oui, c'est un de mes préférés, oui, t'as raison. C'est un de mes préférés. Mais moi, je n'y étais pas à cette époque-là. Par contre, je l'ai vu arriver en direct sur Internet. Et c'est vrai que quand je l'ai vu, je me suis dit, oh là là. Alors, une des questions, là, pour rester vraiment pour tordre le cou aux idées reçues, ou peut-être les confirmer, quand moi je vois cette photo de ce crop, je regarde les cercles, et je me demande si, à la saison d'après, ça repousse sur ces cercles, ou si la terre est touchée et ça ne repousse pas. Alors, il a été dit que des champignons peuvent prendre place, s'enfoncer quand les blés sont couchés. Donc ça donne des nutriments à la terre et donc des parasites des champignons se multiplient, descendent profondément dans la terre. Le tracteur passe par là parce qu'aujourd'hui l'agriculture c'est du labourage à fond, hein, on remue la terre dans tous les sens, etc. Et malgré tout, le champignon finirait par remonter et donc créer une trace l'année suivante. Mais ça n'est pas le cas tout le temps. La meilleure preuve, c'est qu'actuellement, on peut observer des champs sur, par exemple, le site Crop Circle Connector. On sait bien que dans ces champs-là, il y avait l'année précédente des Crop Circle et pourtant, on n'en voit pas la trace. Alors, des fois, il y a une trace fantôme, comme on dit, et des fois, il n'y en a pas. Certains prétendent que ce sont des champignons. Mais ces gens-là nous ont-ils apporté la preuve que c'était des champignons à coup sûr? Moi, je dis qu'il y a beaucoup d'affirmations qui ne sont pas vérifiées. Ça me gêne pas, moi, que ce soit des champignons, hein, et que ça revienne. Les crop circle fantômes, ça m'intéresse pas plus que ça. Hein. Enfin, de mon point de vue. Et pourtant, ça voudrait dire qu'il y a une action qui touche aussi la terre. Oui, et les champignons peuvent être en cause. Mais ils le sont, si ce sont des champignons, apparemment, ils ne prennent pas place systématiquement quand un crop circle se crée. Donc c'est aléatoire en fonction de certains paramètres, je ne sais pas, l'humidité, l'état de la terre, les produits phytosanitaires, on ne sait pas. Alors, autre idée reçue sur les crop circles, avant de parler des cas que tu étudies, de nous expliquer à quoi ressemblent les tiges, ce que sont les nœuds, l'état de la terre, les analyses, bref, on va s'y arrêter ça après évidemment. Ouais. Mais autre idée reçue, est-ce qu'on peut voir la formation d'un crop circle? Tu le sais, il y a Internet, c'est là que tu as découvert les crop circles. Il y a aussi des vidéos qui circulent. Il y en a une qui est fameuse, vraiment très connue. Je me rappelle plus du nom, où tu vois des petites sphères qui bougent au-dessus d'un champ. On va pas te mouiller là-dedans. Non, mais je me mouille pas là-dedans. Mais tu vois, là on fait une émission sur les crop circles. Cette vidéo, beaucoup de gens l'ont vue. Est-ce que c'est quelque chose de commun? Est-ce que dans la connaissance ou dans le folklore des agroglyphes, on dit qu'on peut voir un crop circle se former? Alors, par des tornades, par des lumières, par ce que tu veux. Hein. Je réunis. Tout récemment, là, donc, je ne veux pas faire de la publicité. Tu sais, il faut faire très attention de ne pas faire de publicité. Il y a quand même un DVD qui est sorti récemment, et il y a encore quelques années, par l'équipe du Col de Vence. Tu connais? Oui, on les a reçus d'ailleurs. Ouais. Donc là, moi, j'ai pu visionner le dernier pour la partie qui m'intéresse. Je ne me prononcerai pas sur le reste parce que j'ai pas de connaissances. Et alors, c'est très intéressant parce qu'il photographe, il filme. Et là, il ne s'agit pas de photos surprises. Il filme bien ce que l'on pourrait appeler des petites sphères métalliques lumineuses qui se promènent au-dessus des champs. Donc, cette vidéo-là, il y a eu tellement de controverses, et puis dis donc, c'était en 96, moi en 96, j'avais même pas Internet. Donc, comment veux-tu que je me prononce? D'abord, j'ai pas au niveau photographie, je m'y connais pas beaucoup, en vidéo non plus, donc je peux
pas juger, quoi. Et on n'a jamais eu d'éléments entre les mains pouvant nous permettre d'analyser cette vidéo. Donc on va pas se prononcer dessus. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle pourrait très bien représenter un phénomène qui a été vu. Hein, voilà. Donc cette vidéo, il y a aussi des crop circles qui peuvent être formés visiblement par des sortes de cheminées, des tornades. Oui, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'on peut observer la formation de crop circle, ou est-ce que on s'endort, on se réveille le lendemain, tac, il y a un crop circle? Oh là là, tu me poses une colle là. Entre ce que je dois dire et ce que je peux pas dire, et alors on va reparler plus tard, je pense, du cas du crop circle de Valence. Oui, tout à fait. Voilà. Donc là, il y a eu ce que l'on pourrait appeler une sorte de cheminée. C'est le terme employé par la personne qui a été témoin. D'accord. Mais après tout, tout comme, il doit y avoir différentes façons de faire des crop circles. Tu vois, c'est vrai que dans l'hypothèse des crop circles, on a quand même l'hypothèse militaire qu'on ne peut pas écarter totalement. Il y a de multiples façons au niveau humain de les faire. Des rouleaux de jardin, des tubes en PVC, des planches. Donc en fait, je dirais que même pour des exotiques, vu qu'on ne sait pas ce que c'est, les exotiques, on sait encore moins quelles sont leurs méthodes, s'ils en ont une. Donc ils peuvent très bien, dans l'hypothèse avec un grand si, employer une méthode là et puis une autre. Donc en fait, on est paumé là. Tu vois, si tu veux, le spectre est très très large. Donc cette vidéo peut être représenter une méthode non conventionnelle par des gens, par des êtres que l'on ne connaît pas, mais ça peut être aussi tout simplement un canular. Hein. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Notre invité est aujourd'hui Anne Moreau. Son site internet pour suivre l'émission en direct, c'est culture-crop.com. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, le mardi à partir de 23h, le dimanche de 14h à 16h, sur Internet pour poursuivre l'émission ici et maintenant.info sur le forum. Et puis la veille ufologique américaine tenue par Didier Deplège, c'est sur ovni au pluriel-usa.com. Notre invitée est aujourd'hui Anne Moreau. Elle nous parle des crop circles, son site internet culture-crop.com, et nous continuons donc dans la découverte de ces agroglyphes, de ces crop circles, de ces figures qui ne lassent pas d'interroger. Anne Moreau, quand on enquête, comment ça se passe déjà? Tu prends connaissance d'un crop, tu décides d'aller sur le terrain, tu montes une équipe? Alors, je ne décide pas forcément moi d'aller sur le terrain. Il faudrait que je me téléporte et c'est un peu difficile encore actuellement. Donc j'ai William avec moi, qui donc lui est anglais et qui peut décider, selon certains critères, de se rendre sur les lieux. Alors généralement, quand un crop circle nous intéresse, on tâche d'y aller assez rapidement, parce qu'une fois que 50 personnes y sont passées, c'est déjà plus difficile. Alors, en fait, on procède par élimination. C'est-à-dire, nous regardons l'ensemble. Hein, je vais dire nous, parce que bon, des fois c'est je, des fois c'est nous. Nous regardons l'ensemble et nous cherchons les lignes de planche. C'est-à-dire, elles se retrouvent très facilement parce que, en fait, ils n'utilisent pas souvent des rouleaux. Hein, ils sont encore à la planche. Hein. Et les planches, ça laisse des traces. Alors sur les tiges qui sont vertes, ça laisse des traces blanches très très rapidement. Et ces traces blanches, on peut les retrouver vraiment sur toutes les tiges au même endroit. Hein, tu peux quasiment tracer une ligne droite. Donc quant à ça, des fois les épis sont bien rangés, mais il y a des lignes partout. Alors des fois c'est le bordel. Il y a vraiment des crop circles, c'était à mourir de rire. Hein. Ne serait-ce que pour se rendre dans l'intérieur du champ, ils étaient peut-être une dizaine et chacun passait par un chemin et ils cherchaient même pas à camoufler leur trace, enfin leur chemin quoi. Donc il y a ça. Alors quand les tiges sont sèches, ce ne sont pas des lignes blanches que l'on peut observer, mais des plis, des petits plis que l'on retrouve partout de toute façon. Et quand les mecs sont très très malins, alors on va chercher dans les lignes de construction. Et là, ils ne peuvent pas ne pas abîmer les plantes. Les lignes de construction, donc, ce sont quand ils dessinent un cercle et qu'ils décident après de tout aplatir, d'abord ils dessinent ce cercle. Et là, pour eux, c'est très très difficile parce qu'ils sont obligés de marcher. Ils sont obligés de marcher avec de poser leurs pieds, donc ils abîment les plantes.
C'est comme ça qu'on les repère facilement. Et il y a d'autres astuces que je préfère taire parce que ce sont pour nous des éléments importants. Mais par exemple, quand ils font des nœuds, des nids spéciaux là au milieu, ils tordent les tiges, etc. Donc là, il y a des indices. Hein. Ouais. D'accord. Voici donc les indices pour reconnaître on va dire ceux qui ont été faits par des humains et, voilà. Et ceux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Hein. Oui. Ah oui, il y a une autre méthode. Tu vas dans un pub, les pubs consacrés au crop circle, et puis tu écoutes ce qui se dit. Hein. Et les mecs, ils se vantent. Hein. Tout simplement. Donc, ils se croient à l'abri, mais toi, bon, nous, on nous connaît pas, hein, on est discret, on est là, ils savent pas, quoi, et on écoute. D'accord. Alors, quand vous décidez que un de ces crops est digne d'intérêt, qu'est-ce que vous faites? Alors, on essaye. Alors, on fait plein de choses en fait. On fait des prélèvements. Ça servira pour on ne sait pas quand. Hein. On fait des prélèvements. Puis on essaye d'analyser le contexte. Alors là, je vais employer les grands mots, spatial et temporel. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce que peut signifier ce crop circle, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il y a à côté, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et en fait, on cherche. Et parfois, on trouve des pistes. On ne trouve pas la solution, mais on trouve des pistes. C'est par exemple le cas de North Down en 2003. Celui-ci nous intéresse. Bon, on a beaucoup de photos, de documentation sur ce crop circle. Et assez récemment, au mois de juin, donc on a trouvé des éléments. Donc tu vois, ça fait quand même 5 ans plus tard, hein, on est en 2003 et là donc en 2008. Donc 5 ans plus tard, on a découvert des éléments qui nous intéressent. C'est vrai que ce crop circle nous a beaucoup interpellés. Donc North Down, c'est un petit peu cette espèce de bouclier fait de plus de 530 touffes d'orge qui sont restées debout, situées à côté d'un obélisque, non loin d'un cadran solaire, dans un champ, ma foi, qu'il vaut mieux éviter, hein, parce que l'agriculteur, hein, c'est pas un paysan, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup de terre, et c'est pas comme en France, hein, c'est différent. Et là, ce crop circle nous avait interpellés, surtout William, hein, c'est lui qui était sur le terrain, parce qu'en fait, on est arrivé un petit peu tard quand même, on est arrivé plus de 3 jours après. Tu sais qu'il y a un coudage de nœuds, hein. Tu sais que les nœuds se coudent naturellement avec le phototropisme, le gravitropisme, tout ce que tu veux. J'aimerais bien que tu précises un peu tout ça, hein, parce que moi, les nœuds, oui, d'accord, ouais. Mais les auditeurs, est-ce qu'ils ont entendu parler de ça? Ouais, c'est vrai. Alors, quand tu aplatis des tiges, selon leur maturité, elles vont se relever, hein, particulièrement si elles sont vers le mois de juin-juillet, elles vont se relever. C'est un phénomène naturel, mais qui prend quand même un certain temps. Alors nous, on a fait une expérience à Culture Crop en 2006, et on a vérifié qu'effectivement, au-delà de 3 jours, on fait très court, hein, au-delà de 3 jours, si les tiges sont relevées, si on n'intervient pas avant les 3 jours et qu'on trouve des tiges coudées, ça n'a pas grand intérêt. Par contre, si l'on sait que le crop circle est arrivé la veille et que les tiges sont coudées, là, ça devient intéressant, parce qu'il y a un délai quand même. Il y a au moins un délai de 3 jours. Tu vois? Donc pour ce crop circle dont je te parlais à North Down, donc les collines du Nord, on est arrivé un petit peu tard, mais ce que l'on a remarqué sur place, c'est que les tiges ne se relevaient pas vers la lumière, mais plutôt continuaient de s'enfoncer vers le sol, quoi. Donc ça, pour William, pour lui c'était étrange, hein, il comprenait pas tellement. Et ensuite, donc on a bien photographié, on a des archives en gros plan, etc. Et après, donc, on a cherché plus tard à comprendre ce que pouvait signifier ce crop circle, quels qu'en soient les auteurs, hein. Qu'ils soient humains ou non humains, ou que ce soit des militaires. On a essayé de comprendre. Et on a trouvé une histoire assez étrange, dans le sens où c'était une succession de hasards. Alors, il est sur la page dont je t'ai parlé tout à l'heure, hein, ça s'appelle « Quand le hasard s'en mêle ». Alors, il faut cliquer, et ça sera bientôt un petit clip, hein, en fait, avec une voix off. C'est plus sympathique, hein, pour les internautes, mais on n'a pas le temps, on a tellement de choses à faire.
Et en fait, on découvre que ce crop circle fait référence au Soleil, puisqu'il est composé en fait de 11 cercles. Et donc on a 11, on a 22, ce sont des chiffres solaires. À côté, on a un obélisque. Un obélisque est intimement lié au Soleil. On va dire que c'est l'ancêtre du gnomon, en fait. Donc le gnomon, c'est un bâton, tu le plantes. Nos ancêtres faisaient ça. Ça leur permettait de repérer le nord et de connaître le temps, quoi. C'est un cadran solaire, en fait. C'est son ancêtre. Et quand on a observé donc ce qui se passait autour de ce crop circle, on a découvert qu'il y avait des tumulus. Parce qu'en fait, c'est un alignement de 4 tumulus, et il y avait ce crop circle qui arrivait en bout de course. Ça faisait donc l'équivalent de 5 cercles. Et là, on est le 6 juillet 2003. Mais qu'est-ce qui se passe le 6 juillet 2003 ? Il se passe autre chose ailleurs. Donc là, on est en Angleterre. Le 6 juillet 2003, en Ukraine, on a à nouveau un radiotélescope qui va envoyer un message dans les étoiles à l'attention d'hypothétiques extraterrestres. Alors, quand on regarde ce crop circle, il fait penser aussi à ce qu'on appelle un CD de données, numérique. On imagine qu'en 2003, le radiotélescope, pour envoyer son message, donc le radiotélescope d'Ukraine, c'est toujours le même, en Crimée, le National Space Agency of Ukraine, ils vont donc envoyer un message à l'attention d'hypothétiques extraterrestres dans l'hémisphère nord, donc vers 5 constellations. Tu vois, c'est un petit peu compliqué, c'est pour ça qu'on l'a mis en image. C'est-à-dire que le même jour, nous avons des données numériques qui sont envoyées vers 5 constellations de l'hémisphère nord, en Ukraine, et le même jour, en Angleterre, nous avons l'équivalent de ce qui pourrait représenter un support de données numériques, qui est donc à côté de 4 autres tumulus, ça donne donc l'équivalent de 5 messages, et tout ça se trouve à North Down, c'est-à-dire les collines du Nord. Donc, ça fait plein de hasard. Est-ce que tu me suis ? Oui. Oui ? Donc, on se dit, tiens, quel hasard. On cherche un petit peu plus, et on regarde le message qui a été envoyé par le National Space Agency. Et là, on voit donc différentes sections, donc des histoires de planètes, de carbone, les êtres humains qui sont dessinés, et on voit que notre système solaire, en 2003, donc avec ces 9 planètes, sont représentées, dont le Soleil. Donc le Soleil et ses 9 planètes. Et là, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, si le crop circle représentait le Soleil à cause du chiffre 11 et 22, puisque 11 et 22, 11 c'est le cycle solaire, c'est le premier cycle en fait, le Soleil flippe tous les 11 ans. Il change sa polarité, le pôle nord et le pôle sud se rejoignent et oups, il flippe. Et tous les 22 ans, c'est ce que l'on appelle le cycle de Hall, c'est-à-dire le cycle complet magnétique. Donc, on regarde, on compare, on se dit, bon, ok, admettons que le crop circle représente le Soleil. À côté, il y a 4 planètes. Alors, il y a donc, il y a 4 ronds, donc on va dire que ce sont les 4 planètes. Et ce sont les 4 planètes du système solaire interne. Je parle au conditionnel, même si des fois j'oublie. Donc, c'est dans l'ordre Mercure, Vénus, Terre, Mars. Ok, donc alors, le système planétaire interne serait représenté dans le champ de Northdan. Ouais, alors, où sont les 5 autres planètes ? Les 5 autres planètes du système solaire externe. Ouais. Alors, on regarde, tu sais qu'aujourd'hui on a des moyens quand même assez sophistiqués, Google, tout ça. Donc, on regarde le champ d'un peu plus haut, et on découvre qu'il y a 4 autres tumulus dans le champ. Ah oui, mais le système planétaire externe en comporte 5. Seulement, là, on est en 2008. Alors, on réfléchit, et on se dit, oui, mais en 2006, Pluton
Pluton a bien été déclassé planète, parce qu'apparemment il y a plein de Plutons. Donc en fait, au jour d'aujourd'hui, pour reprendre une expression du sud de la France, du milieu de la France, au jour d'aujourd'hui, le système planétaire externe ne comporte que 4 planètes. Donc ça correspond. Voilà. Donc ça, ce sont des corrélations intéressantes. Ça ne fait pas de ce crop circle un authentique. Ça peut en faire un canular extrêmement sophistiqué. Mais ça, bon. Alors, c'est faire le point entre ces coïncidences. Ça amène à quel type d'hypothèse? Eh bien, parce que d'accord, vous avez compté, vous avez vérifié, vous avez une idée de ce que ça peut représenter. Ouais. Maintenant, ça vous amène à penser à quoi? Alors, ça nous emmène à penser que il y a des gens qui en 2003 se doutaient que donc Pluton n'allait plus faire partie donc des planètes du système solaire, des planètes on va dire normales, classiques. En fait, il faut se mouiller là. En fait, il faut, c'est-à-dire c'est un canular ça serait un canular tellement bien monté, ou alors on a vraiment beaucoup trop d'imagination. Donc là, il faut qu'on s'arrête, quoi. Mais ça fait plein de coïncidences, ça fait trop de coïncidences. Alors moi j'ai tendance à penser que pour ce crop circle là, il y a lieu de se poser des questions. Déjà parce que au plan physique, les tiges n'étaient pas abîmées, le phototropisme semblait tout à fait perturbé puisqu'il y avait des tiges qui partaient vers le bas alors qu'elles devaient repartir vers le haut. Et toute cette coordination, c'est quand même le 6 juillet, on envoie un message. Il y a trop de coïncidences pour penser que c'est dû au hasard. Alors soit c'est exotique. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire exotique? Ça, c'est la grande question. Ou soit c'est humain et les mecs ils réfléchissent beaucoup, quoi. Je sais pas ce qu'ils veulent, mais ils réfléchissent vraiment beaucoup. Ils veulent nous mener en bateau, mais par contre, ils ne revendiquent pas ces crop circles. Parce que ceux qui font des canulars, les hoaxeurs, ils se vantent, quoi. Ils se gênent pas, hein. Il y a qu'à voir leurs vidéos sur Internet, et puis ils nous prennent pour des imbéciles, hein. Je suis ta logique, Anne. Si on met de côté le canular là, on dit que ce crop est exotique. Qu'est-ce qu'il signifie? Coucou. Allez, on va s'arrêter là. Coucou. Écoute, c'est comme les gens ne veulent pas, les gens sérieux ne souhaitent pas associer le phénomène, et je les comprends quelque part, le phénomène des crop circles aux ovnis. Parce que franchement, les crop circles, quand on voit ce qui se passe en Angleterre, c'est vrai ça ridiculise plus le phénomène qu'autre chose. Mais des fois, il y a quand même des crop circles qui méritent notre attention. Voilà. Alors, moi j'ai plein d'avis sur les crop circles parce qu'il y a un aspect écologique qui est très important, et quand on reviendra sur le cas de Valence, on comprendra que l'écologie est importante. Mais quand on peut décrypter ou quand on peut trouver tous ces hasards, en fait, il est temps de se poser des questions. Nous, on n'a pas trouvé de réponse. On met en évidence les faits et les données. On n'a pas dit, voilà, c'est exotique. On s'est dit, dites donc, là, on est rendu à 6-7 hasards, tout s'enchaîne, il n'y a rien qui bloque. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser des questions supplémentaires sur les crop circles? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de ranger les crop circles dans un tiroir et de dire, non, en ufologie, on peut tout faire, des mutilations, des enlèvements, j'en passe et des meilleurs, mais pas de dessin. Alors, voilà. je reviens un peu en arrière, Anne. Je reviens sur la manière dont vous enquêtez. Tu me disais donc on prend des photos, on prend des échantillons, on regarde de près les nœuds. Qu'est-ce que vous faites après? Vous emmenez les tiges dans des laboratoires pour voir si la structure a été changée. Ça commence. Comment? Ça commence, mais ça va tout doucement. Mm-hmm. Ça va tout doucement, mais ça commence. Par exemple, tiens, en parlant de ça, on a une mouche là. Elle est sous un microscope. Bon alors attends, les mouches, avant d'arriver comme ça et de dire on a une mouche, les auditeurs ils vont se dire mais de quoi parle-t-elle? On va ouvrir le chapitre des mouches, on va l'ouvrir tranquillement, on va faire une toute petite respiration musicale. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, l'émission La Vague d'OVNI, notre invité est Anne Moreau.
Notre invitée est aujourd'hui Anne Moreau. Vous pouvez d'ailleurs suivre cette émission sur Internet en direct, en tout cas en images, et avec les dossiers sur le site d'Anne Moreau, culture-crop.com. Anne Moreau, on y retourne, et maintenant que l'histoire de la mouche a été digérée pendant cette petite respiration, tu vas nous expliquer ce que viennent faire des mouches dans l'histoire des crop circles. Alors, les mouches. Les mouches, c'est assez simple. On va se resituer, nous sommes en l'an 2004 et pour des raisons que nous n'allons pas expliquer, William est sur le terrain en pleine nuit. Donc il est à côté de ce dont je parlais tout à l'heure, Adam's Grave. Il est dans un crop circle à Eastfield. On l'a appelé le crop circle de la mandoline. Donc il est dedans. William aime bien aller dans les champs la nuit, c'est le meilleur moment, et on peut bien surveiller les activités. Donc il est là, on est dans la nuit du 16 au 17 juin 2004, si je ne m'abuse. Donc je vais donner des éléments qui sont déjà sur le site. Hein. Alors, donc d'ailleurs il est avec sa mandoline, c'est un troubadour, il aime bien faire de la musique celtique. Il joue de la musique, il joue de la mandoline, quoi, c'est une superbe musique. Et donc, il est devant lui, il a le tumulus de Adam's Grave, et de l'autre côté, il y a un champ où va se produire un crop circle. Alors, il regarde, il observe, et il remarque, donc il est équipé, caméra vidéo, donc appareil photo. Et là, en pleine nuit, vers 4-5 heures du matin, il observe des nuages rouges en forme de cône, pointe vers le bas. Et il se dit, tiens, bizarre. Ce qu'il ne sait pas, en fait, c'est qu'il va faire un film. Donc, il va me faire un croquis pour me dire, dis donc, j'ai vu un truc bizarre. Et en fait, plus tard, on découvrirait que c'est sur son film. Juste, il voit des nuages rouges en pleine nuit. Ça veut dire quoi? Que la lune, que le ciel était dégagé, que la lune était très puissante, ou que ces nuages étaient éclairés eux-mêmes? Voilà, ces nuages étaient différents. Il a l'habitude et il avait trouvé ces nuages étranges. Pour reprendre son terme, c'est bizarre. D'accord. C'est son terme favori. Donc il faut savoir, j'ai pas précisé en début d'émission, mais tout ce que je dis là, ce sont aussi les propos de William. C'est pas moi qui m'exprime au travers de Culture Crop. Culture Crop, c'est différentes personnes. Donc ce que je rapporte là, ce sont les propos de différentes personnes. Moi, je n'y étais pas ce jour-là, mais lui, il y était. Donc ce sont ces propos que je rapporte. Alors, il voit donc des nuages. Il n'y a pas beaucoup de nuages en fait, mais cela l'intrigue particulièrement parce qu'ils ont une drôle de forme et ils sont légèrement, ils sont rougeoyants, quoi. Donc il se dit, bon, allez, hop, je remballe ma mandoline, mes affaires, et je passe à travers la colline. Donc il passe à côté de Adam's Grave, et il se rend, donc il faut du temps parce que c'est très grand, donc, et donc il monte la colline, et là il arrive, on va dire, sous les nuages, mais les nuages sont partis depuis longtemps. Et qu'est-ce qu'il découvre? Je pense que c'est le plus beau crop circle de tout son parcours. Il découvre un crop circle en forme d'insecte ailé, mais ayant les ailes tournées vers l'avant. Les insectes ont plutôt les ailes vers l'arrière. Et là, ça fait presque référence à des symboles anciens égyptiens. On me l'a fait remarquer récemment. Il est le premier, il n'y a personne. Et puis bon, il faut savoir qu'il avait fait des allers-retours toute la nuit. Il y avait quand même, il surveille quoi, il veille. Il n'a rien entendu, il n'y a pas de voiture. Surtout que quand on est dans ce genre de contrée, on entend les voitures venir de très très loin. C'est un très très beau paysage, mais on entend ce qui se passe. Si une voiture passe à 4 km, vous l'entendez arriver tranquillement. Bon, en tout cas là, il n'y avait pas de bruit, il avait fait des allers-retours, il était en face de ce champ, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'activité, mais bon, c'est vrai que des gens pourraient très bien éteindre les lumières, c'est possible aussi. En tout cas, il arrive donc sur le cheval de craie de la colline de Millkill. Donc on est en fait au pied du grand crop circle de Millkill. On est toujours dans le même centre. Et donc il voit ce crop circle. Il est stupéfait par la beauté de ce crop circle, parce que là, vraiment, c'est un très très beau crop circle. Et il y descend, il fait des photos, et là on est en 2004, on n'a pas encore pris le réflexe
d'observer les tiges de très 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 près. Mais il observe bien que les tiges ne sont pas cassées et qu'elles sont comme soufflées en fait. Et à ce moment-là, on n'a pas encore vent de cette histoire de mouches mortes qu'on peut retrouver dans les crop circles des fois sur les épis. On n'a pas encore pigé tous ces trucs-là. Et donc on fait une galerie sur ce crop circle. Il me rapporte cette histoire de nuages. On fait un croquis. Bon, plus tard on découvre qu'on a la vidéo, donc on fait une capture d'écran. Ça correspond à peu près au croquis et puis c'est assez étrange, c'est sur internet. Et un mois plus tard, donc je suis avec lui dans ce crop circle et on rencontre des Belges. Et ces Belges, en pleine nuit, nous retrouvent, on était en train de errer dans les crop circles, et ils nous retrouvent et ils nous disent, dites donc, on a trouvé quelque chose de bizarre. Ils nous montrent des mouches qui sont collées aux épis. Et ils nous disent, on les a trouvées dans le centre de ce crop circle. Alors, le lendemain, on y retourne en plein jour, et effectivement, on constate qu'il y a, je sais plus ce que j'ai mis comme chiffre, ça remonte, c'est des dizaines et des dizaines de mouches mortes, pétrifiées, collées aux épis par la trompe, et les ailes en avant. Donc, on est très peu à avoir l'information. Donc on regarde, on observe, on cherche les mouches partout, mais elles sont que dans le centre, dans la tête de ce crop circle, en forme de mouche, parce que la mouche a comme une grosse tête en fait. Alors, on cherche partout, on a même plein de vidéos qu'on n'a pas numérisées encore. Et puis on y allait tous les jours dans ce crop circle. Et tous les jours, on regardait aux alentours, est-ce qu'il y avait des mouches, pourquoi il n'y en avait que là, et on ne comprenait pas. Alors on s'est dit, bon, pourquoi elles sont toutes mortes à cet endroit, pourquoi elles sont toutes collées aux épis à cet endroit-là uniquement. Alors on fait un dossier, on s'avance un petit peu en disant, bon, c'est pas normal, quelque chose s'est passé. Il faut dire que, bon, William a été témoin de ces nuages, c'est lui qui a découvert le crop circle, il a pu constater immédiatement que c'était pas détruit au sol, donc ce crop circle nous intéresse particulièrement. Et puis plus tard ressort la thèse du champignon, je vais le faire court, E. muscae. Bon, il faut savoir que les mouches, ce sont des ravageurs de culture. Donc il faut s'en débarrasser, proprement ce serait bien, sans trop de pesticides ce serait bien. Et il faut s'en débarrasser, les agriculteurs, pour détruire les mouches. Ils utilisent des insecticides, parce que les mouches pondent des larves, etc. Donc c'est embêtant pour les cultures. Mais les mouches, naturellement, ont des prédateurs, ou du moins des parasites. Entre autres, il y a des petits virus et il y a des champignons, dont E. muscae. Alors, E. muscae ne donne pas une crise cardiaque à la mouche. E. muscae, c'est donc un spore de champignon qui se pose sur la mouche. La pauvre a chopé le spore. Mais elle a 4 jours pour mourir. 4 jours. Pendant 4 jours, elle va se promener. Et en fait, le champignon E. muscae va s'introduire dans son abdomen et finir par ressortir en masse, en projetant plein des millions de spores. Et donc là, la mouche, elle meurt. Dans un dernier spasme, elle met les ailes en avant et elle meurt. Elle n'en peut plus, quoi. Elle se fait digérer sur place. Seulement, le truc qui déconne, c'est que toutes les mouches ont décidé de venir mourir au centre de ce crop circle, en admettant qu'elles aient eu E. muscae. Dis-moi, est-ce que tu penses que des mouches sont capables de se parler entre elles et de dire, bon, écoute, je me suis chopé E. muscae, ça te dirait d'aller mourir dans le crop circle, là, en forme de mouche? Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'en pense rien, je t'écoute, j'écoute cette histoire. Ça voudrait dire qu'elles auraient été toutes attirées par quelque chose de commun au centre et qu'elles seraient toutes mortes, donc la trompe collée contre les tiges avec les ailes en avant. Voilà. Est-ce que ces champignons provoquent ce genre de déformation? Oui, le champignon, effectivement, mais à cette époque, en 2004, on n'avait pas beaucoup d'informations sur E. muscae. Mais effectivement, un champignon, quand il est en phase quand la mouche est en phase terminale, elle a normalement un dernier sursaut de vie, les ailes en avant. C'est pas toutes, mais c'est ce que j'ai pu constater sur Internet. Mais moi, c'est la logique que je ne comprends pas,
C'est-à-dire que si des dizaines et des dizaines, voire des milliers de mouches étaient infectées par E. muscae, pourquoi elles auraient choisi toutes de venir mourir au centre d'un crop circle qui les représente carrément, quoi. Ça m'échappe. Est-ce que tu peux me... Excuse-moi, mais dans la chronologie, vous êtes allé sur ce crop, tu es allé retrouver William combien de temps après l'apparition de ce crop, tu nous as dit? 1 mois. 1 mois. C'est à ce moment-là que vous avez vu les mouches? Oui. Quand les Belges vous ont dit il y a des mouches? Ouais. Il les a pas vues sur le coup. Sur le coup, il les a pas vues. Donc on ne sait pas du tout quand elles ont apparu. Eh ben non. D'accord. Et ces mouches étaient comment? Momifiées? Quel est le temps de putréfaction d'une mouche? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors, quand E. muscae infecte une mouche, bon, il faut voir combien de temps après on l'a. Par exemple, une mouche lambda là, qui se promène dans la nature, qui se chope E. muscae, elle va être recouverte de trucs gluants. Enfin, j'ai plus le nom parce que c'est ancien. Elle est recouverte d'une sorte de liquide blanc, si tu veux. C'est le champignon qui est sorti de l'abdomen. Et comment dire, on n'a pas beaucoup d'informations sur E. muscae. Tu vois combien de temps le champignon reste visible après que la mouche ait été tuée. Enfin, on ne sait pas trop. Par contre, le réflexe que l'on a eu, c'est, moi j'étais équipée de tubes stériles, etc. Donc j'ai récolté ces mouches et j'en ai fourni à différentes personnes. Ce qui nous ramène au tout début de notre histoire. Pourquoi est-ce que tu as des mouches au laboratoire? Voilà, et alors on cherche muscae. Et pour l'instant, on ne le trouve pas. Ah, vous n'avez pas trouvé le champignon dans les mouches? Pour l'instant, on ne le trouve pas. Mais il faut pousser plus loin, on ne va pas non plus s'arrêter là. Mais déjà, dans la logique, ça nous échappe, si tu veux. Parce qu'on devrait, après tout, pourquoi les mouches viendraient uniquement dans le centre? Il y avait quelques épis debout dans le centre, c'est là qu'elles se sont accrochées, mais il y en avait, le crop circle présentait pas mal d'épis qui s'étaient relevés ou qui n'avaient pas été couchés. Mais en dehors de la tête, il n'y avait pas de mouches. Il fallait être sur le terrain pour le voir. Ceux qui vont prétendre qu'il y avait des mouches partout, moi je leur demande des éléments. Mais nous, on en a des éléments parce qu'on a filmé, on a regardé, puis on n'a pas de raison d'entortiller, de mentir. Les faits, c'est que les mouches étaient principalement au centre du crop circle. Alors, on s'est dit, voyons voir, parce que moi j'ai fait des horreurs dans ma cuisine. J'ai chopé des mouches, je les ai mis dans les micro-ondes. Je me suis dit, voyons voir, est-ce que la chaleur pourrait être à l'origine? Tu penses bien que la chaleur, ça peut être à l'origine de la mort d'une mouche. Vu que c'est 70% d'eau comme nous, le seuil vital de la mouche, il est quand même vite atteint. Donc, qu'est-ce qui se passe quand tu mets une mouche au micro-ondes? J'ai pas observé les ailes en avant parce que c'est un four de cuisine. C'est pas forcément l'idéal, mais c'est sûr que le liquide de la mouche ressort. Heureusement que vous n'avez pas retrouvé des chats au milieu. Non. Non, tout à fait, pas de sanglier non plus. Non, ça aurait été l'horreur. Anne, les Belges là, qu'on découvert ces mouches, vous savez pourquoi ils étaient là, ou vous les avez revus ou pas? Oui. D'accord. On est resté en contact. Ils faisaient comme nous, ils cherchaient, ils observaient, ils étaient curieux. Ils ont plein de questions, ils n'ont pas de réponse, donc ils cherchent. Nous, on attend une réponse intelligente. Mmh. Pour l'instant, on n'en a pas, on ne comprend pas pourquoi elles sont toutes mortes à cet endroit-là. On ne comprend pas. Bon, par contre, si on a une réponse logique, mais pas une E. muscae, c'est pas suffisant. Tu sais, il y a une hypothèse qui circule comme quoi des rayons, des faisceaux laser, porteurs de micro-ondes, tout ça pourrait créer des crop circles. Tu te souviens de cette émission qu'on avait faite avec Nicolas Montigiani à l'époque en 2003. Mmh. Il avait écrit donc un livre qui s'appelait Manœuvre dans le ciel. Et là, il expliquait que des essais militaires étaient possibles, que des ballons équipés de réflecteurs pouvaient renvoyer des faisceaux d'énergie à base de micro-ondes vers les cultures. Bon, on imagine que les micro-ondes, ça peut chauffer un peu. Donc, à un moment donné, on s'est demandé si, par hasard, il n'y aurait pas eu, dans ce cas-là, une intervention technique assez sophistiquée qui aurait cuit les mouches sur place. Après tout. Avant ça, il fallait toutes les réunir au même endroit. Il suffit qu'il y ait, si tu veux, un nuage de mouches. Mmh. Un crop est fait avec des moyens non conventionnels, impliquant la chaleur. Et à ce moment-là, les pauvres mouches, elles ont une fraction de seconde pour se poser, pour le temps de comprendre ce qui leur arrive. On est dans l'hypothèse,
Et puis, la chaleur fait que, le seuil vital est atteint. Et elles sont là et on les retrouve un mois plus tard. Mais tu disais que la trompe était collée aux tiges. Ça veut dire qu'elles se seraient posées, qu'elles auraient... Moi, je connais pas la réaction des mouches. Il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur la mort des mouches. Mhm. Là, si tu veux te renseigner sur Internet, accroche-toi. Je sais pas, moi j'ai arrêté les mouches, là pour l'instant j'ai mis en stand-by. J'attends le résultat de cette analyse actuelle. Mais il n'y a pas grande information sur ces bestioles-là. Il n'y a pas des... Oui. Savoir que la mouche, quand elle meurt, elle lève la patte ou elle colle la trompe. Tu vois, pour l'instant, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir les éclairages de quelques personnes, de différentes compétences en fait. Il y a des photos de ces mouches sur ton site internet ? Oui, il y en a. Elles sont, je les ai préparées, elles sont... Tout est prêt. La galerie est là, mais bon, c'est à corriger bien sûr parce que ce sont des dossiers qui n'ont pas été trop modifiés depuis 2004. Donc c'est à corriger, tu comprends. Tu sais que j'ai fermé le site à un moment donné parce qu'il fallait qu'on fasse ce tri là. Mhm. On avait accumulé. Donc là, ce dossier est en ligne, mais il n'est pas trop corrigé. Donc là, le dossier des mouches, pour nous, la solution n'est pas trouvée. Par contre, il y a des gens qui ont trouvé toutes les solutions. Alors ça, d'ailleurs, j'espère qu'ils vont arrêter de travailler parce qu'ils ont tout trouvé, donc c'est nickel. Par contre, nous, on n'a pas trouvé. Pour nous, ça nous échappe. Et comme on est curieux, on va continuer. Et ces personnes qui ont trouvé toutes les solutions, est-ce qu'elles ont assez de curiosité bien placée pour vous demander, il y en avait beaucoup des mouches, pour vous demander une mouche et pour eux-mêmes faire des analyses ? Ah, il m'en reste que 2. Ah oui ? Ouais. Ah oui, il m'en reste que 2. J'en ai distribué quand même, et il m'en reste que 2. Donc, je veux bien leur en réserver une, mais alors, je choisirai quand même un peu la personne. Alors, elles ont été distribuées et les gens ont fait des analyses dessus. Eh bien, en fait, les analyses commencent. En fait, ce qui est marrant, c'est que j'en ai distribué une grande partie, mais la personne avait oublié que je lui en avais donné. Heureusement, c'était des tubes stériles, et j'imagine que les spores devraient pouvoir être retrouvés. Mais de toute façon, on a l'avenir ce phénomène peut se reproduire aussi. Donc, il faut être attentif à ce genre d'indices dans les crop circles. Il faut être attentif. Mais là, c'était vraiment particulier puisque le crop circle représentait l'anomalie petite. On avait une anomalie en grand qui représentait l'anomalie petite. Oui. Et comme je l'avais dit dans une émission passée, sur Radio Ici et Maintenant, j'avais supposé que ce crop circle disait « Oh, je suis une mouche, regardez mes mouches ». Nous, on l'avait appelé l'abeille, en fait, le crop circle, avant de découvrir les mouches. Tu vois ? Mais... Alors, excuse-moi. Oui, Anne, vas-y. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas mal, c'est que il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont écrit, et pas moi personnellement, ils l'ont écrit sur Internet, ils ont dit ce crop circle là, en forme de mouche ou d'abeille, tout ce que vous voulez, d'insecte, c'est un faux parce que les ailes ne sont pas symétriques. Alors, moi je me dis, mais est-ce qu'il existe un seul être vivant sur Terre qui est totalement symétrique ? Tu vois ? Je ne vois pas pourquoi ce crop circle devrait être absolument symétrique. En plus, la personne ne connaît pas la façon dont le terrain est nivelé. Donc, voilà quoi. Est-ce que tu as connaissance d'autres crop circles aussi troublants qui représentent des animaux ou des insectes ? Oui, il y en a, mais ils n'ont pas grand intérêt encore. D'accord. Ils n'ont pas... Des imitations, en fait. Mais les plus beaux sont souvent copiés, mais jamais égalés. D'accord. Ouais. Donc celui-là reste vraiment pour toi exceptionnel, en plus de par la présence... il y avait William, et puis après, la présence des mouches. Il y a plein d'éléments qui font que ce crop circle nous intéresse, et on n'a pas terminé. Et comme on a la chance d'avoir ces mouches... encore à disposition, on n'a pas terminé. Et puis on rappelle où est-ce qu'il a été trouvé ? Il a été trouvé à 1000 kills. À 1000 kills. Juste à côté de là où se trouvait l'autre. Le plus grand. En fait, il est quasiment au pied de Adam's Grave, le tombeau d'Adam. Bon, là, c'est le tombeau de la mouche. D'accord. Et il y a une base à côté, une base avec des paraboles, une base militaire juste à côté de ça. Paraboles, non. Militaires, oui, il y en a dans le coin. Ouais. C'est pas trop mon dada, les militaires dans le coin. Apparemment, ils sont partout, donc. Pas de rapport entre les deux. Excuse-moi, tu dis ? Pas de rapport entre les deux, alors. Pas forcément, non. Tu sais, les pilotes d'hélicoptères, là, tu
Tu sais qu'on voit souvent des hélicoptères sur les crop circles. Mhm. Bon, il y a un élément qu'il faut prendre en compte qui est vachement important. Et tous les pilotes d'hélicoptères, voire même les pilotes de chasse, le savent bien. Et ils vont bien se marrer quand en fait, ils ont du temps libre, les mecs. Tu vois, ce sont les seniors, quoi. Ils ont une bécane qui coûte super cher entre les mains. Et il n'y a pas que des exercices. Des fois, on leur dit, bon, bah, ok, vous faites ce que vous voulez. C'est comme ça que ça se passe. Mhm. Donc les mecs, imagine, ils sont dans une base militaire qui est pas loin. On leur dit, ok, t'as 3 heures devant toi, là, tu te promènes où tu veux. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse, le mec? Il sait qu'il y a des crop circles, il y a des gens et tout, il va se promener. C'est pas parce qu'il y a des crop circles que ça attire les militaires à tout prix. C'est pour des raisons obscures. C'est que les mecs, ils se promènent. Aussi. Il peut y avoir d'autres raisons. Mais quand tu vois un hélicoptère au-dessus d'un champ de crop circle, tu peux aussi considérer que le mec, il est en il est en train de s'amuser, tout simplement, quoi. Il a du temps libre. C'est comme ça, hein. C'est comme ça en France, c'est comme ça ailleurs. D'accord. Ah ouais. C'est pas parce qu'un hélicoptère se promène au-dessus d'un champ que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Alors, quelle est la suite du programme, Anne? De quoi souhaites-tu nous parler maintenant? Alors, la suite du programme, je dirais que actuellement, et ce depuis 2006, il semble que le phénomène qui nous intéresse, donc celui qui présente un certain niveau d'étrangeté, est en train de s'essouffler. Actuellement, il y a déjà des publicités qui sont faites pour des voyages en 2009 dans les crop circles. Donc, tu penses bien qu'il va falloir des crop circles. Donc ça se programme, ça, à l'avance. Donc en fait, on est probablement tombé là maintenant en Angleterre dans le méga business. Il y a eu probablement, hein, et on le pense, des cas intéressants, mais là, on a beaucoup de mal à les trouver. Hein. Oui, maintenant ça devient compliqué. J'ai moi-même une superbe photo de Mère Simpson avec un donut dans un champ. Et c'est un très joli crop circle. Mais donc en Angleterre, ça devient compliqué. Alors la particularité de ce phénomène, on en parlait en préparant cette émission, c'est qu'il se déplace. Oui. Alors avant de dire ça, ok, je vais quand même te dire que l'année dernière, on a eu un cas intéressant. Alors je vais écorcher le nom, c'est pas facile. C'est Yatasbury. Voilà, nous on l'appelle la petite perle. Donc William a pu s'y rendre assez rapidement. C'était un simple cercle. Il n'y avait pas de symétrie particulière, c'est un simple cercle. Mais quand William s'est rendu en présence de Lucy Pringle, il y a quand même quelques années derrière elle au niveau de l'observation, c'est pas pour autant qu'elle a la réponse à quoi que ce soit, hein, mais ils n'ont pas trouvé de traces. Par contre, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les tiges étaient vraiment coudées, voire rétrécies à la base. Et ça leur a paru très étrange. Donc là, on a un cas très documenté. Hein, il est sur la page qui est dédiée à RIM là, sur le site. Et ce cas est étonnant. On n'a aucune trace. Et c'est quand même difficile de ne pas laisser de trace. Donc, tu vois, l'année dernière, on avait encore un cas intéressant. En 2006, il y en avait un à Windmill Hill qui était intéressant, mais il était très éphémère. Le fermier l'a rasé tout de suite, donc on n'a pas eu le temps de l'étudier. Et en 2005, on a eu Golden Ball Hill. Alors Golden Ball Hill, c'était dans le colza. Et on a demandé, ça fait 2 ans qu'on demande à ce que y ait des gens qui essayent de reproduire ce phénomène. Des tiges courbées dans le colza, c'est très très difficile, parce que soit elles cassent parce que tu vas très fort, ou soit elles se relèvent tout simplement parce qu'elles ont beaucoup de force. Voilà. Mais depuis 2005, on sent bien que le phénomène qui nous intéresse, on a du mal à le trouver. Alors, c'est vrai que cette année, on a découvert des crop circles en France. En fait, il y en a eu 5 dans différents endroits. Et il y en a un qui nous intéresse, c'est celui de Valence. Allez, vas-y, lance-toi. Je sais que t'en crèves d'envie. Tu veux pas faire une pause? D'accord. On fait une petite respiration musicale. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Anne Moreau est aujourd'hui notre invitée dans l'émission La Vague d'OVNI. Son site internet, c'est culture-crop.com. Et nous en arrivons à un de tes crops préférés, Anne. Il s'agit de celui de Valence. Pourquoi préféré et qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est toi qui dis ça, là, c'est pas moi. Ouais, tu m'en as tellement parlé en préparant l'émission que... Ouais, alors, s'il est préféré, depuis pas très longtemps, en fait. Donc, je sais pas s'il peut vraiment peser dans la balance. Alors, ce crop est intéressant, mais on va resituer un peu les événements et le contexte de Culture Crop en même temps.
Donc il faut savoir que Culture Crop s'est associé avec la télévision paysanne, puisque il est évident que les crop circles apparaissent dans les cultures. Alors, moi, il y a des années, très naïvement, je trouvais les champs très très beaux, je trouvais ça superbe, quoi. Et puis, en y regardant de plus près, je me suis rendu compte que ces blés là, ils étaient tous ces épis, ils étaient les clones les uns des autres, quoi, en fait. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de diversité. Et puis, les crop circles, ça mène à tout. Je me suis rendu compte qu'on avait un grave problème au niveau de la diversité dans les semences. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont des grandes firmes de l'agroalimentaire qui fournissent des semences standardisées pour faire soit des pizzas, soit des pâtes, etc. Et donc, aujourd'hui, quand on mange des pâtes, on se bourre l'estomac, mais c'est pas sûr que les éléments nutritionnels soient là. Donc on s'est associé avec Éric Boutarin de la télévision paysanne, qui d'ailleurs travaille en collaboration avec ce que l'on peut appeler aujourd'hui les semeurs volontaires, qui sont des gens qui n'apprécient pas tellement les organismes génétiquement modifiés. Donc on s'est associé avec lui, parce que d'abord il nous apprend énormément de choses, et surtout on est stupéfait par l'état de l'agriculture dans le monde et en France, pour ce qui nous concerne. Alors les paysans, en fait, on se rend compte qu'on est en train de les déposséder. On est en train de les déposséder de leurs terres, de leur savoir-faire. C'est comme si les paysans n'étaient pas à l'origine de l'agriculture, mais que ça avait toujours été les grandes industries chimiques, les semenciers. C'est comme si c'était eux, depuis 10 000 ans, au moins, qui avaient nourri la planète, ce qui est totalement faux. Et donc, au mois de juillet, Éric et moi, on était ensemble, on discutait, on réfléchissait, on cherchait à comprendre, voilà. Et Éric, donc, habite du côté de Lyon, il rentre chez lui, et au même moment, donc, on est contacté sur l'adresse de Culture Crop par des paysans. Des paysans qui nous disent, bon, voilà, on est le 15 juillet, voilà, on a un problème, là, on a un problème. Oui, et en fait, ils avaient un problème, c'est qu'ils ne savaient pas s'ils s'adressaient aux bonnes personnes. C'est-à-dire à nous. Ils voulaient nous contacter, nous, et pas d'autres personnes, parce qu'ils avaient compris que des crop circles en France, ça ramène beaucoup de monde. C'est Disneyland. Parce qu'en Angleterre, si tu veux, tous les pays ne peuvent pas s'y rendre, c'est compliqué. Il y a l'Eurotunnel, où il faut prendre le bateau. C'est pas facile de se rendre en Angleterre. Alors que quand il y a un crop circle en France, bon, ils viennent de tous les coins, c'est facile pour eux. Et donc, les paysans nous disent, voilà, il y a des crop circles, est-ce que vous pouvez venir regarder ce qui se passe? Et il se trouve que c'est à côté de chez Éric. Bon, alors Éric s'y rend le jour même. Et là, on a un cas très documenté, il est sur la page. Éric fait énormément de photos. Donc, il repère les lieux, il observe de près. Donc, Éric n'est pas très habitué au crop circle, puisque c'est son premier crop circle. Donc, mais par contre, on lui avait expliqué comment repérer les traces d'activité humaine. Là, il les repère pas. C'est facile, des traits. Puis il s'y connaît, Rick, en culture, en OGM, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux, sauf celles qui sont extrêmement pointues au niveau scientifique, mais bon, il s'y connaît, quoi. Et là, il repère pas. Alors, donc on fait un rapport. Ce qui est très important, et ça, je veux bien le préciser aux auditeurs, qu'ils n'hésitent pas à faire passer le message. Si demain il y a des crop circles qui sont découverts en France, on fera très très attention. On ne divulguera pas l'information sur tous les canaux médiatiques. Parce qu'il y en a qui font ça. Vous trouvez un crop circle en France, allez hop, ça passe par le journal local, ça passe par TF1, on s'en moque sur FR3. Non, nous, si on en trouve, si on nous fait part de cela, on va aller sur le terrain discrètement et on va tenir l'information secrète le plus longtemps possible. Parce que notre intérêt à nous, c'est de faire des relevés, de regarder, et puis surtout de ne pas gêner les paysans. Ça les intéresse. Mais alors, pas du tout d'avoir 2000 personnes par jour dans leur champ. Mais alors, pas du tout. Donc, ils peuvent compter sur nous. Bon, pour le cas de Valence, nous avons réussi, par le hasard, on va dire ça comme ça, à réunir différents champs de compétences. Alors, on va dire que il y a eu des événements, en fait, au niveau de ces crop circles. Puis il va falloir que tu nous décrives ce crop. Alors,
Ces crop circles, ce sont de simples cercles. Il y a des alignements. En fait, il y a 7 formations, dont quelques-unes pourraient avoir été rajoutées. En fait, donc ce sont des ronds qui sont pas trop mal. Et il y en a un, donc c'est un cercle et entouré d'un anneau. Alors, ce qui est intéressant, c'est très très intéressant, ça, j'ai trouvé ça pas mal, c'est que c'est un crop circle tout moche et qui ressemble à un crop circle d'Angleterre de 1989. Qui avait une configuration un peu identique dans le sens où il y avait des lignes haute tension au-dessus. Et là, c'est le même cas. Là, on est à Valence-Chabeuil, sur la route de Montpellier, et il y a donc une ligne très haute tension, c'est 25 000 watts, qui passe au-dessus et qui rejoint une centrale EDF. Voilà. Et en dessous, il y a une nappe phréatique assez importante, qui n'est pas très très profonde. Donc, ce crop circle-là, selon le témoin principal, serait arrivé, il a été, disons, repéré début juillet, mais selon le témoin, il a vu, le propriétaire des champs, il a vu des sortes de cheminées. Il a décrit ça comme ça, des cheminées. 3 cheminées. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que le sol se soulevait. Précisément là où il y a les crop circles. Donc j'attends, le dessin, il est en cours. On n'a pas les dates exactes, mais on est aux alentours du 20 juin. Et puis, donc, tu sais, quand c'est comme ça, ce qu'il faut faire, c'est regarder un petit peu ce qui se passe autour. Là, on est donc dans le secteur de la Drôme. En fait, il y a on sait que dans ce secteur-là, on est au 15 juillet, on sait qu'il y a eu un incident nucléaire au centre nucléaire de la Socatrie, Tricastin en fait. Il y a eu un incident le 7 juillet, un incident, ouais. Puis après, tout le mois de juillet, il y en a eu plein d'autres. Donc ça a été une chaîne. Alors, on a pensé que c'était un effet médiatique, etc. Mais il y a quand même eu pas mal de problèmes à ce niveau-là. Alors, on s'est dit, bon, on va regarder ça de plus près. Et une personne a eu une idée. Donc, il y a un lien sur la page. Donc, en fait, c'est le site Crop Circle, Usfer Crop Circle. Alors, la personne a mis en évidence des corrélations spatiales et temporelles. C'est-à-dire que dans ce champ, il y a des ronds et des dessins. Alors, au niveau spatial, voilà ce qui se passe. On a un alignement de 3 cercles. Si on prend ces alignements, on les superpose avec Google, tu sais qu'on peut faire ça maintenant, on les superpose avec la centrale de Tricastin, par exemple. Il y a celle de Marcoule et celle de Cruas. Et là, on découvre qu'il y a une superposition assez correcte. Et ce qui est intéressant, c'est que sur le cercle qui semblerait représenter la centrale de Tricastin, il y a à côté une sorte de lacet, une sorte de poisson. On pensait que c'était un poisson au début. Et en fait, ça pourrait tout à fait s'apparenter au signe gamma, donc qui est l'un des signes de la radioactivité. Alors, je te dis tout de suite, c'est pas mon fort. Moi, je conseille aux internautes de se rendre directement sur ce site pour aller voir de quoi ça retourne. Et ce qui est intéressant, c'est que l'axe de ce signe rejoint précisément le centre, disons, l'emplacement de la dite centrale. C'est comme si, alors avec un grand si, un énorme si, c'est comme si ces crop circles pointaient du doigt que c'était pas net, un peu plus haut là, dans la vallée du Rhône. C'est comme si, parce que les crop circles arrivent le 20 juin et l'incident arrive le 7 juillet. Donc c'est un hasard. C'est un hasard, comme il y en a beaucoup dans les crop circles. Tu nous parles en quelque sorte d'un calque. Oui. On est dans la même période. Tu vois ? C'est vrai, les incidents nucléaires, ils ne se sont pas produits en hiver. Ils se sont produits officiellement, le premier, c'est le 7 juillet. Les crop circles arrivent le 20 juin. Tu peux superposer un alignement avec les 3 centrales nucléaires de la vallée du Rhône. Cruas, Marcoule et Tricastin au milieu. Et au milieu, donc pour la centrale de Tricastin qui nous intéresse, dans le champ, nous avons donc un lacet qui représente soit un rayon gamma, soit un rayon alpha. Mais comme je te dis là, c'est pas mon sujet de prédilection, donc il vaut mieux aller sur le site Usfer pour comprendre. Donc si tu veux, pour nous c'est intéressant parce que ce sont des corrélations.
spatiale et temporelle qu'il est intéressant d'observer de plus près. Ça ne veut pas dire que c'est fait forcément par des exotiques. Hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui savait que de graves problèmes, il faut relativiser. Moi, j'ai pas de centrale nucléaire sous ma fenêtre, donc je peux relativiser facilement. Par contre, si j'habitais à côté de Tricastin, je considérais ces événements comme non négligeables. Bon, en tout cas, tout le long de l'été, la Socatrie a été mise sur le devant, et actuellement, septembre 2008, t'as un article qui sort sur le mystère de Tricastin. Ah, tu vois, il y a le mystère des crop circles, et maintenant il y a le mystère de Tricastin. Alors, d'après ce que j'ai compris aux dernières informations, au niveau de Tricastin, il y a à peu près 250 grammes d'uranium qui partent dans la nature, et cela, on ne sait pas depuis combien d'années. Donc, si les crop circles sont liés à l'écologie, je dirais que là, ils tombent à pic. Si, avec un grand si. Est-ce que tu me suis? Oui, je suis ta logique, tout à fait. Hein? Alors, la question que je me pose aujourd'hui, c'est quelle est la relation entre l'écologie, l'écosystème et la présence de certains crop circles? C'est intéressant de se pencher dessus, c'est intéressant de surveiller. On peut avoir des surprises, comme des bonnes et des mauvaises. Hein. Mais tu sais, les crop circles commencent à être repris maintenant par Greenpeace, tout ça. Ils utilisent les champs pour dire attention, ça c'est pas du bon blé, pas du bon maïs. Tu vois, c'est vrai que les champs de culture deviennent un moyen de communication. Voilà. Ouais, je vois. Alors, tu nous parlais il y a quelques instants de ce que tu as appelé l'abeille au début, et qui finalement, on va l'appeler la mouche. Tu nous parles de ce cas là. Ce sont de cas parlants, enfin en tout cas pour peu qu'on prenne les hypothèses que tu as émises comme étant des hypothèses justes, des vérités donc. Les mouches au milieu désignent ce qu'est ce crop circle. Là, ces cercles désignent donc la région et les centrales nucléaires ainsi que les lieux de pollution, tout ça sur une nappe phréatique. Est-ce qu'il y a d'autres cas de crop circle parlants avec des textes ou avec tu nous parlais d'un disque tout à l'heure, hein, un disque qui... Oui, alors, non, là on est dans l'astronomie là. Mmh. Alors, tu vois, c'est ça qui est intéressant avec les crop circles, c'est quand tu ouvres le royaume des crop circles, c'est la boîte de Pandore. Ouais. Donc, toi, lambda, tu te penches là-dessus, donc tu vas t'intéresser un petit peu au système solaire, tiens, tu vas découvrir le nombre de planètes, tu vas regarder un peu les plantes de près, tu vas découvrir les OGM, tu vas regarder un petit peu ceux de Valence, et tu vas découvrir que le nucléaire, donc tu vas te mettre dans l'alpha, le bêta, le gamma, le nu, etc. Donc, si tu veux... j'ai pas d'autres exemples qui me vient là immédiatement, hein. Mais moi, ce dont je suis certaine, mais alors sûre à 100%, c'est que les crop circles apparaissent dans les cultures. Et donc, avant de faire des projets sur la comète, regardons donc ce qui se passe avec les cultures. Tu sais, on en a parlé hors antenne. Pour maintenir, tu sais qu'il y a un problème de faim dans le monde. Mmh. Il paraît que les OGM vont régler le problème. Bon, il suffit de regarder un petit peu les chiffres, les budgets, etc. On sait très bien que ces gens-là pourraient manger à l'heure qu'il est, ils pourraient manger. Il faut pas raconter des conneries, quoi. Je suis désolée pour le gros mot. Donc, on peut se demander toute cette abondance de cultures qui vont nourrir des bestiaux, qui vont nous donner de la viande, qu'on va manger sans arrêt. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de production? Est-ce que les OGM vont vraiment régler la faim dans le monde? Est-ce que les OGM sont sans danger? Qu'est-ce que c'est qu'un OGM? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Donc, j'ai vu récemment un film de la télévision paysanne qui s'appelle, dont Eric a participé, c'est Cultivons la terre. Et en fait, on se rend compte que, on n'a pas besoin des OGM. Il y a tellement d'éléments dans la nature pour cultiver, on n'a pas besoin de ces choses-là, quoi. Il faut d'abord regarder de plus près les possibilités, les alternatives. Donc moi, aujourd'hui, je me dis ça. Je me dis, les crop circles, ça se passe dans les cultures. Peut-être que les gens s'en foutent. Ils veulent des ovnis, ils veulent du petit gris, de l'extraterrestre avec des tentacules, ils veulent tout ça, ils veulent des anges. Bah oui, mais ça se passe dans les cultures, dites. Demain, si vous n'avez plus rien à manger,
vous commencerez peut-être à vous intéresser aux cultures. Bon là, il y a quelque chose, il y a une mode, il y a des gens qui font des dessins, il y a du business, mais il y a peut-être aussi autre chose qui attire l'attention sur les cultures. C'est pour ça qu'on s'est associé avec la télévision paysanne. Parce que dans les cercles, hein, on peut tourner en rond pendant 1000 ans. Alors, on aimerait sortir, et on sort d'ailleurs, de ce business, parce que nous, on n'est pas business, hein, ça ne nous intéresse pas du tout. On veut comprendre, et on veut savoir s'il y a un lien entre l'écologie et les crop circles, on ne peut pas laisser passer ça. Voilà. Et il y a d'autres choses dont je veux te parler qui sont intéressantes aussi. D'accord, on va en parler dans quelques instants. Je mets juste en avant le fait que beaucoup d'observations OVNI, depuis des dizaines d'années maintenant, ont été répertoriées au-dessus ou aux alentours de centrales nucléaires. Tout à fait, oui. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant en 95.2, l'émission La Vague d'OVNI. Anne Moreau est notre invitée aujourd'hui. Nous arrivons à la dernière partie de cette émission consacrée aux crop circles, aux agroglyphes comme vous voulez et à leurs études. C'est ce qu'étudie justement Anne Moreau depuis plusieurs années maintenant à travers notamment son site culture-crop.com. Alors Anne, avant d'en arriver à la conclusion, on a encore un paquet de temps devant nous, mais il y a 3 sujets que tu souhaites traiter. Oui, il y a 3 sujets que je souhaite traiter qui sont assez délicates et qui mêlent donc les plantes, les micro-ondes, le soleil et on a un cas spécial qu'on aimerait faire étudier. Enfin, on aimerait avoir l'avis de spécialistes en plantes, en végétaux. Alors, je vais commencer par la première chose. Quand on observe le phénomène des crop circles, très rapidement, on se pose une question. Voyons voir. Est-ce qu'il y aurait des signes que l'on pourrait reconnaître dans les champs qui seraient donc les indices d'une action micro-ondienne, hein, c'est-à-dire, est-ce que des micro-ondes peuvent laisser des traces si les micro-ondes traînent par là? Alors, on s'est mis à faire des expériences avec la télévision paysanne et avec Bertrand, qui participe aussi activement à Culture Crop. Et donc, on est parti dans la campagne française et on a recueilli des tiges de blé, d'orge, d'avoine. On a réussi à trouver du bio et du non bio. Alors, certains vont nous dire que le bio n'existe plus parce que les pesticides se répandent largement dans la nature. Et effectivement, bon, c'est pas totalement faux, mais il peut y avoir des zones un peu plus protégées quand même. Donc voilà, nous voici avec des tiges bio et des tiges non bio. C'est-à-dire des tiges qui ont reçu directement des pesticides. Donc au travers de pesticides, on entend herbicides, insecticides, fongicides. C'est voilà, il faut tuer le vivant à tout prix. Donc on met des tiges au même moment, hein, les expériences se font au même moment. Donc par exemple, on met des tiges de blé avec des nœuds dans un four à micro-ondes de cuisine. Je précise bien qu'on n'a pas de laboratoire. On met ces tiges donc bio et on choisit donc 850 watts, 20 secondes, parce qu'on avait fait des essais avant, 20 secondes. Et là, donc là, on est dans le bio. Donc la tige sèche un peu. On sent qu'elle claque dans le four, elle fait clac-clac. On la ressort, hein, fumante, et on observe le nœud. Donc ça, je l'ai mis aussi sur les pages dédiées à l'émission. J'avais prévu. Donc en fait, hein, qu'est-ce qu'on remarque? Le nœud est légèrement séché, il a commencé un petit peu à s'allonger. Mais bon, ça c'est pas flagrant. Hein. Et voilà, quoi, c'est tout. Alors on fait la même chose avec une tige qui visiblement a reçu pas mal de pesticides sur la figure puisqu'il n'y avait pas une herbe folle. C'est comme ça qu'on reconnaît les champs bio et non bio. Hein. Quand tu as plein de fleurs et tout, c'est du bio. Et quand c'est nickel chrome, c'est pas bio. Donc c'est probablement du Roundup et compagnie. Voilà. Je suis désolée d'avoir fait de la pub pour ce produit. Alors on met la tige, on fait plusieurs expériences. Hein. On met la tige dans le four à micro-ondes, et donc ça fait clac-clac. Pareil. Et quand on ressort la tige, on découvre qu'il y a un anneau sous le nœud. Un anneau brun qui entoure la tige, quoi, sous le nœud. Alors on a reproduit l'expérience sur d'autres plantes, sur de l'orge et de l'avoine. Et on obtient le même résultat.
quand c'est bio et que ça va dans le micro-ondes, il n'y a pas d'anneau. Et quand c'est pas bio, quand c'est bourré de pesticides, il y a un anneau. Donc on trouve ça très intéressant. Et on se dit que ça pourrait être une très très bonne méthode pour savoir. Bon bah quand on observe le phénomène des crop circles, à un moment donné, on aborde le sujet des micro-ondes, hein, et donc on en vient à ce genre d'expérience. Il y a une expérience qui nous a un peu effrayés. On avait arraché quelques plants de maïs tout jeunes. Tu penses que pour rentrer dans un four, il fallait qu'il soit assez jeune. Et là, ça s'est carrément enflammé, donc on a eu les pétoches. Donc on imagine la quantité de pesticides qu'il doit y avoir, mais ça n'a pas trop apprécié les micro-ondes. Hein. Donc voilà, ça c'est une expérience intéressante que les gens peuvent faire. Hein. Et c'est vrai que si demain on avait le cas d'un crop circle étrange et qu'on pouvait trouver ces anneaux là sur les tiges, ce serait intéressant, ce serait un indice, disons. Donc c'est pour ça qu'il faut observer vraiment et puis faire des expériences. On peut détecter des choses intéressantes. Voilà. Voilà pour cette partie. Donc vous cherchez de l'aide hein, pour avoir plus d'infos. Oui. Oui, on cherche de l'aide. Ce sont des pistes à explorer. Pourquoi il y a un anneau concentré comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On comprend pas tellement. On a d'autres expériences avec les micro-ondes et les plantes. Mais là, on attend en fait que le futur site soit en ligne. Ce sera une annexe en fait de Culture Crop. C'est un site qui s'appelle RA, bioélectromagnétisme.com. Donc on va regrouper de l'information sur l'action des ondes millimétriques sur le vivant. Voilà. Et on a une expérience qui date déjà de 2 ans, hein, avec laquelle on peut confirmer que de l'eau micro-ondée, donc chauffée à bloc, refroidie bien sûr, tue les plantes en très très peu de temps. Alors que de l'eau chauffée à la casserole, et bien sûr refroidie avant d'être mise sur les plantes, ne les tue pas. Donc voilà, tu vois, les crop circles, ça nous entraîne dans des tas de domaines qui pour nous sont difficiles d'accès. C'est pour ça que nous faisons appel à différentes compétences qui spontanément parfois viennent vers nous, discrètement, ou alors que nous allons chercher parce que ils ignorent jusqu'à notre existence. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on a besoin d'un petit coup de main, même s'ils sont dans leur coin, mais qu'ils cherchent quoi. Puis au moins, à un moment donné, les informations se regrouperont et ça c'est important. Et puis il faut penser aux générations futures. Parce que nous, on fait notre business là, notre boulot, mais la génération Internet, là il y a des jeunes, ils naissent, ils ont déjà Internet. Hein, il y a des gamins, ils commencent la souris à 1 an et demi. Donc eux, ils auront peut-être la chance de pouvoir continuer les recherches, parce que nous, on va sûrement pas trouver les réponses les plus importantes. Mais dis-moi, avant que tu passes aux 2 autres sujets, si je relis tout ce que tu nous dis depuis le début de cette émission, moi j'en arrive à 2 hypothèses par rapport à ce que tu nous as dit. Hein, ou c'est la Terre elle-même, Gaïa, qui s'exprime à travers ces crop circles, ou sinon ce sont des intelligences plutôt bienveillantes. Pas tout à fait. Alors Gaïa, c'est pas trop mon créneau. Hein. Non, mais j'essaye de, tu vois, tu nous parles de signaux concernant la nature, concernant l'environnement, bien traiter l'environnement. Ouais, mais je vois pas Gaïa. J'ai pas d'affinité avec cette hypothèse, donc tu vois, j'arrive pas trop à intelligence, ça c'est certain, c'est-à-dire intelligence humaine, intelligence exotique. Dans l'intelligence humaine, il y a l'intelligence militaire. Peut-être Gaïa, je ne sais pas. Là, Gaïa, c'est possible. Hein, alors là, moi, j'écarte pas, mais j'y ai pas pensé, quoi. Je réfléchis pas sur Gaïa. D'accord. Voilà. Mais l'hypothèse exotique m'intéresse en haut lieu, quand même. Oh, ça serait quand même chouette qu'on soit pas seul. Par contre, ça serait vraiment dommage qu'on soit seul. Mais, hein, je vais pas refaire un remake de Contact, hein, mais ce serait dommage quand même. Alors, on a une chose là qui nous enquiquine. Et là, on demande vraiment à des gens spécialisés donc dans les plantes, le gravitropisme, l'héliotropisme, le phototropisme. Il paraît qu'il y en a plein dans le milieu qui s'intéressent au pan, d'après ce que j'ai pu comprendre. Là, voilà. Imagine,
Alors, je donne pas de délai parce que justement, c'est là que réside le mystère et on a besoin d'avoir l'avis des spécialistes avant de donner la réponse. Je voudrais savoir, moi et William et Bertrand et Eric et les autres, on aimerait savoir combien de temps il faut pour des tiges, des jeunes tiges, alors là on est au mois de juillet, des jeunes tiges d'orge, tu vois, bien droites, bien à la verticale, combien de temps il faut pour qu'elles se retrouvent quasiment à l'horizontale et que tous les nœuds soient complètement mélangés. On a besoin de combien de temps? Voilà. Alors, nous, on sait combien de temps il a fallu pour qu'elle passe de la position verticale à la position horizontale. Donc, ça, c'est des études qui ont déjà été menées. J'en ai vu pas mal sur Internet. Les délais sont assez longs. Donc, j'ai fait un appel déjà sur Culture Crop. J'ai obtenu une première réponse de personnes qui s'y connaissent. Et ils m'ont dit 10 jours. 10 jours pour obtenir le résultat que l'on montre en image. Bon, je dirais, c'est pas ça. Voilà, donc sur cette photo qui est sur la page d'entrée pour RIM, il y a cette image, donc il y en a même plusieurs. Donc là, je fais un appel, combien de temps? Parce qu'on a besoin de savoir comment ça se passe avec les plantes. On a besoin d'éclaircissement, en fait. Et c'est pour ça qu'on va aller sur un autre sujet après. Le cas de, je vais l'écorcher, North Brabant, en Hollande. Donc là, c'est pareil, c'est une question de phototropisme, paraît-il, mais les réponses obtenues ne nous satisfont pas du tout, quoi. Donc, voilà. Alors, est-ce que tu te souviens du livre de Haseloff? Oui. Ouais. Est-ce que tu te souviens de cette histoire de crop circle étudiée de près par Haseloff qui montrait que les tiges présentaient des nœuds allongés et que les nœuds étaient plus ou moins allongés selon leur positionnement par rapport au centre. Est-ce que tu te souviens de ça? Non, pas exactement, non. Non? Donc ça s'est passé en Hollande en 1999, et non pas 1998, il y a eu une coquille dans le livre de Haseloff qui n'était pas du tout volontaire, je le précise. C'est une coquille. Alors, on a un jeune Hollandais qui apparemment est assez cohabite avec les phénomènes étranges, on va dire ça comme ça. Et donc ce jeune déclare, là il va y avoir un crop circle, ou là il y a eu un crop circle, voilà. Donc ils s'y rendent, Haseloff est avec lui visiblement, et effectivement il découvre un crop circle, un simple rond. Et Haseloff et d'autres personnes, je précise bien, d'autres personnes, font des prélèvements, et ils découvrent, ce que je viens de te dire, qu'il y a un allongement plus ou moins prononcé des nœuds. Alors précisément, au centre, les nœuds présentent un allongement plus important que ceux qui sont en périphérie. Et cela se remarque, alors il a créé un programme pour analyser ça, et cela c'est tout à fait symétrique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est, comme il le dit, la plante, elle, si ça a été fait avec des moyens mécaniques, la plante n'a aucune raison de se plier, de s'allonger plus au centre qu'à l'extérieur. Elle n'a pas de cerveau. Elle ne peut pas savoir où elle est. Elle n'a aucune raison, si tu veux, de choisir qu'est-ce qui peut faire que cette plante va allonger ses nœuds plus à l'extérieur à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis, bon, le temps passe, on garde cet élément, cette analyse comme un cas intéressant, donc présentant un degré d'étrangeté assez important, donc que nous ne pouvons pas classer définitivement dans la case canular. Et là, donc, des personnes déclarent, c'était l'année dernière, déclarent, mais voyons, c'est le soleil. Ben oui, parce que le soleil, quand il n'y a pas de nuages, même s'il y a des nuages, il y a une certaine ombre, et donc c'est du phototropisme, voyons, tout simplement. C'est-à-dire que le soleil se lève, donc il éclaire une partie du crop circle, donc une partie des plantes est soumise à un rayonnement direct, et là, elle décide de se lever plus vite, tu vois, le soleil se lève, alors il faut se lever. Oui, mais voilà, Haseloff nous annonce assez récemment que, puisque
son étude a été totalement ridiculisée, puisque c'était le soleil évidemment, en plus un truc extraterrestre. Oui, c'était une boule lumineuse, mais c'était le soleil. Et alors Haseloff décide de refaire récemment l'expérience et de refaire des analyses de nœuds. Donc c'est lui qui aplatit, avec une planche ou un rouleau, je ne sais plus. Son étude va être mise en ligne, je pense, prochainement. Il en a parlé en Angleterre au mois de juillet, le 26 juillet à Glastonbury, un symposium de crop circle, sur les crop circles. Et donc, qu'est-ce qu'il découvre? Il découvre que le soleil, non, on n'a strictement rien à voir là-dedans, puisque c'est totalement l'anarchie. En réalité, les plantes se relèvent, donc allongent leurs nœuds de façon totalement anarchique, il n'y a aucune symétrie. Donc, on se dit, ah bon? Mais il semblait que quelqu'un nous avait affirmé que c'était le soleil. Et en poussant un petit peu l'enquête, finalement, qu'est-ce qu'on découvre? Que les personnes qui ont affirmé qu'il n'y avait rien d'anormal n'ont pas fait l'expérience. Alors on se dit, mince alors. Avec une telle affirmation, on pensait que c'était évident, que la science en était mêlée, mais non. Mais non, les personnes qui ont affirmé qu'il n'y avait rien d'étrange n'ont pas du tout reproduit l'expérience. Alors là, ça pose problème, parce que nous, on veut bien des contradictions, mais pas des contradictions supposées, quoi. Enfin, pas des suppositions. Il faut des faits, quoi. Si les gens se font passer pour des scientifiques, alors qu'ils fassent des expériences scientifiques. Parce que déjà, c'est pas facile de s'y retrouver. Si en plus le premier kidam qui passe, qui a une bonne idée, balance ça comme si c'était une évidence, tu vois ce que je veux dire? Et il faut un peu de sérieux dans ce sujet. Il faut, on accepte nous de faire des erreurs, de se planter. On risque de se planter régulièrement. On est en terrain inconnu, mais au moins que les gens, s'ils sont honnêtes, qu'ils nous amènent des faits et des données précisément, quoi, des expériences documentées. Voilà. Ça, c'est important que je le précise. Parce qu'en fait, on ne peut pas éliminer ce cas qui est très intéressant. Là, ce qui se passe, c'est que comme l'étude est intéressante, comme le cas est intéressant, alors, et là c'est vilain, on s'attaque aux gens. C'est-à-dire que comme le jeune Hollandais est très spécial, alors on va dire que ce jeune Hollandais, c'est un inventeur d'histoire. Mais quand même, comment on a bien un cas avec des nœuds qui s'allongent. Et là, c'est analysé, quoi. On s'en fout de savoir si le monsieur il a inventé ou pas. De toute façon, la plupart du temps, ils les connaissent pas, ces gens-là. Ils subodorent, ils trouvent un petit truc dessus, puis voilà. En fait, souvent, quand on peut pas attaquer les expériences, on attaque les gens, c'est classique. Voilà. Ça, je tenais vraiment à le préciser. Est-ce que tu m'as bien suivi? Totalement. Moi, je demande que maintenant, si on nous oppose des faits catégoriques, si on veut nous donner des leçons sur l'héliotropisme, le gravitropisme et le phototropisme, que ce soit des gens qui s'y connaissent, et non pas des gens qui ne s'y connaissent pas, mais qui veulent se faire passer pour des gens qui s'y connaissent. Voilà, ça je suis un peu fâchée là. Anne Moreau, on va arriver là bientôt à la conclusion de cette émission. Je précise à nos auditeurs, ils s'en sont rendus compte, de toute façon, Anne, que on ne peut pas, dans une émission de radio, aussi longue soit-elle, d'ailleurs, traiter le sujet déjà sans avoir les images, aussi rapidement. Donc vraiment, j'invite tous nos auditeurs à aller sur ton site internet culture-crop.com pour voir tout ce qui a été dit aujourd'hui, et puis bien d'autres dossiers aussi. Et puis on peut relancer cet appel que tu as fait tout à l'heure à des spécialistes, des scientifiques, des professeurs qui souhaiteraient vous donner un coup de main. Pour cela, il y a un email sur le site. Oui, c'est culture du 6 crop @hotmail.fr. Donc ils peuvent être assurés de toute la discrétion. D'ailleurs, il faut quand même qu'on s'assure qu'on n'a pas affaire à des gens qui veulent nous manipuler, ce qui peut tout à fait arriver. Je te passe les détails, mais cet été, c'était un peu comme ça. C'est vrai que si des gens veulent nous aider, ça doit se faire clairement. Et puis nous, on est discret, de toute façon. Voilà. Il y a des gens qui ont essayé de vous manipuler cet été. Oh là, oui. Oui, mais il y a des trucs marrants, des fois. Oui, parce qu'il y a du business. Donc, il y en a plusieurs. C'est comme ça, c'est normal. Bon, tu sais, il n'y a pas énormément de sites consacrés exclusivement au crop circle.
sachant qu'il y a beaucoup de business autour du crop circle, des crop circles, donc une petite publicité, tu vois, ça serait bienvenu en échange de ceci, de cela, mais bon, une petite publicité. Nous, on rentre pas là-dedans, on fait pas de business. Bon, c'est vrai que des fois, on fait de la publicité pour certains documents, comme celui du col de Vence, parce que ils ont le mérite de montrer des choses très intéressantes, des boules lumineuses qui se promènent, bon, des phénomènes non identifiés dans le ciel, lumineux, de nuit. Donc, tu vois, des fois, on fait de la publicité surtout pour des livres qui parlent du problème écologique aussi, beaucoup, pour certains sites. Mais tout ce qui touche au business et qu'on repère, ça, on évite. D'ailleurs, je précise bien qu'à Culture Crop, il n'y a pas d'association loi 1901. Il y a copyright, par contre, mais il n'y a pas d'association. Personne n'a jamais touché un centime de quoi que ce soit. William avait peut-être fait des conférences il y a longtemps, mais ça n'avait rien à voir. C'était vraiment, puis c'était bien avant qu'on mette Culture Crop ensemble en route. Mais sinon, il n'y a pas de business. Donc en fait, c'est vrai que on attire beaucoup de gens. Il y a quand même une bonne fréquentation, mais on fait pas de business. Donc c'est ces gens-là qui n'essayent pas, c'est pas la peine. Ça nous intéresse pas. On a d'autres chats à fouetter. Alors, je rappelle l'email pour ceux qui souhaitent participer, c'est-à-dire donner un coup de main selon leurs connaissances scientifiques, entre autres, ou qui ont du matériel pour réaliser ces expériences chez eux. Culture-crop, culture au singulier, _crop@hotmail.fr. Et maintenant, Anne, je vais te demander de réaliser l'exercice le plus difficile de cette émission, c'est de trouver quelques phrases de conclusion. Alors, sur le phénomène des crop circles, on n'a pas trouvé réponse à nos questions. On ne sait pas ce qui provoque certains crop circles, et donc on cherche des réponses qui peuvent s'adapter intelligemment au problème. L'hypothèse exotique est privilégiée. L'hypothèse humaine est indéniable et l'hypothèse militaire est envisageable. Mais l'hypothèse exotique, nous ne l'excluons pas, nous la trouvons même très intéressante. Voilà. Ce sera grosso modo, je dirais qu'il faut continuer de chercher. Ceux qui ont tout trouvé peuvent s'arrêter, c'est leur problème. Nous, on continue. Et puis, on aimerait que le phénomène, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, dégage un peu de l'Angleterre, qu'il aille bouger, parce que on en a aussi dans d'autres pays, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne un petit peu, je crois. Il y a un petit peu dans tous les pays d'Europe. Maintenant, ce qui serait intéressant, et là on lance un appel aux webmasters, s'ils vont dans les crop circles, s'il vous plaît, mais faites des gros plans, quoi. C'est bien beau un crop circle vu d'avion, vu d'hélicoptère. Bon, ok, c'est joli. Mais du sol, ça donne quoi? C'est ça qu'on a envie, nous. On n'y va plus maintenant en Angleterre, là. On a arrêté. C'est des kilomètres et des kilomètres pour constater que ce sont des humains. Au bout d'un moment, on en a assez. Donc, et puis, si on donne, on espère que, par exemple, Crop Circle Connector va nous montrer l'état des tiges, mais on n'a jamais rien. On n'a jamais rien. On a un épi qui est montré, mais ça ne sert à rien. Il faut que les gens qui se rendent dans les crop circles, les visiteurs, pensent à faire des gros plans, des tiges intactes. Au moins qu'on sache. Parce que les photos aériennes, comme je l'ai dit, ça ne sert à rien. Le crop circle peut être très très beau, c'est peut-être de la daube, alors qu'il peut être très moche et très intéressant. Comme le cas de Valence, il n'est pas spécialement beau. Mais est-ce qu'on peut juger un homme ou une femme sur sa simple beauté? Je dirais c'est pareil pour les crop circles. On peut pas juger comme ça. J'ai dû lire sur un site des crop circles en France particulièrement laids. Qu'est-ce qu'il en sait qu'ils sont laids? Et il faut qu'il aille voir s'ils sont laids de près, quoi. Est-ce qu'il les connaît, ces crop circles? Non, il juge. Mais on peut pas juger comme ça. C'est pas possible. Il faut une rigueur un peu plus, pas une rigueur scientifique, nous on n'est pas des scientifiques, mais une curiosité réelle, quoi. On va dans le crop, on cherche, ok, c'est mécanique, bon, basta. Ah, pas de traces, ok, bon, on va commencer à regarder un petit peu ce qui se passe autour, et puis on va mettre ça en ligne. Voilà, si je devais conclure, ce serait, messieurs les webmestres de sites dédiés au crop circle, s'il vous plaît, donnez-nous de la matière, sans tricher. Dites-nous si le cas est valable ou si vraiment il n'y a pas lieu de faire plus de recherches. Merci beaucoup Anne Moreau pour toutes ces informations. Merci à vous pour m'avoir donné l'antenne. Et à très bientôt. Je rappelle ton site internet anne-culture-crop.com.